Alice, t'es quand même à la tête d'un empire, on va pas se le mentir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton acquisition? Quelles sont les stratégies que tu mets en place pour réussir à t'adresser à des cibles aussi éloignées? Bienvenue dans le podcast Trajectoire, podcast dédié aux stratégies de croissance des solopreneurs, du top solopreneur français. Je suis Adri Peyruz, je suis CEO freelance. Mon taf, c'est d'aider les boîtes à scaler, justement. Et je suis avec ma co-hôte, l'extraordinaire Pauline Alessandra. Bonjour, salut Adri, salut Alice. Moi, je fais du conseil en stratégie pour solopreneurs et on étudie un petit peu les stratégies long terme ensemble. Et on est trop contente de t'avoir, Alice. Alice, j'ose même pas te demander est-ce que tu peux te présenter parce qu'en fait, tout le monde te connaît déjà. Donc bon, ça va être le passage un peu obligé que tu nous dises un peu qui tu es. Mais surtout, la première question qu'on a l'habitude de poser à tous nos invités, c'est quoi ton business model? Waouh, super Direct. question. Alors, mon business model, c'est plusieurs trajectoires. Et oui, je fais des petits clins d'œil au podcast. Non, alors moi, mon business model, c'est surtout d'aimer ce que je fais, je crois. Toute ma vie, j'ai été drivée par mes rêves, surtout enfant, et avec un petit penchant hyperactif quand même. Et j'ai très mal vécu, si tu veux, le passage à l'âge adulte où il a fallu qu'on décide ce qu'on allait faire de sa vie. Donc ça, c'était un moment pour moi qui s'est très très mal passé, ce moment entre l'adolescence et l'âge adulte. Parce que moi, j'avais pas envie de faire un truc, je me sentais pas. Et disons que des expériences malencontreuses qui me sont arrivées, professionnelles, comme typiquement le harcèlement au travail, quand j'étais salariée, ont confirmé mon envie d'être plurielle et donc d'avoir si je puis dire, un business model pluriel, peut-être pour démultiplier les risques et puis surtout démultiplier les passions et finalement aussi faire des ponts entre ce que je pouvais trouver de positif, par exemple dans un secteur comme l'événementiel, qui était peut-être plus avancé dans un certain secteur, typiquement ce que j'appelle moi l'intelligence relationnelle. Dans l'événementiel, c'est quelque chose qu'on va valoriser, mettre en avant, faire des contacts, faire du réseau, être présent sur le terrain. Et à côté, j'étais amenée pour d'autres raisons, parce que moi, je suis de métier directrice artistique, donc j'avais une agence de com', à me confronter en fait à la réalité du marché qui était ton métier est en train de mourir puisque des IA vont le remplacer, et donc trouver des solutions comme typiquement le digital ou l'IA. Et sauf que ça, le digital ou l'IA, je pouvais pas le trouver dans l'événementiel. Donc, j'allais le chercher, le puiser, cette ressource-là, ailleurs, en rencontrant des gens, en allant faire des séminaires, des formations, en faisant du networking digital, du coup, et en fusionnant, finalement, ce que j'avais de positif dans un secteur pour le ramener dans l'autre, et inversement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en mutualisant ces savoirs que je puisais dans le milieu de la pub, dans le milieu de l'événementiel, dans le milieu du digital, dans le milieu de l'influence, enfin dans tous les milieux en fait dans lesquels j'ai évolué, et ça rendait mon offre plus irrésistible, moi en tant que prestataire de service, moi en tant que formatrice, moi en tant que conférencière, etc. Donc le business model, je crois que il est juste de faire se croiser les, on va dire tous les points forts en fait dans le secteur dans lequel vous évoluez, tout en conservant un fil rouge. C'est-à-dire que moi, mon fil rouge, c'est la communication. Communication orale, communication digitale, communication visuelle. Et je crois qu'à partir du moment où j'ai compris en fait que j'étais pas si variée, multiple ou même décousue, puisqu'en fait, le fil rouge, c'était la communication. Communiquer, il y a plein de médiums, il y a plein de supports, il y a plein de façons de faire, en fait. Donc, et je me suis rendu compte que je n'étais pas si dispersée que ça. Maintenant, je voulais quand même rester solopreneur. Voilà ce que vous vouliez savoir. J'ai une pensée en arborescence. Donc, je voulais rester solopreneur parce que j'ai un gros souci avec le lien de subordination. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que j'allais m'emmêler les pinceaux et être usée, épuisée. Parce qu'à vouloir tout faire, trop faire, au bout d'un moment, on ne peut plus rien faire. Voilà, c'est un fait. Typiquement, très rapidement, je me suis rendu compte que sur les volets juridiques, administratifs, en plus du fait que j'étais nulle, voilà, c'est pas du tout mon dada, c'est quelque chose qui ne me passionnait pas. Et quand on fait quelque chose qui ne nous passionne pas, on le fait à reculons
Et donc, on fait des erreurs ou on procrastine et tout ça. Donc, je me suis vite rendu compte qu'il fallait bien que je délègue. Donc, en plus d'avoir un comptable, avoir un expert comptable, avoir une assistante que j'ai pris en fait en freelance. J'avais pas besoin de les recruter. J'avais déjà eu par le passé, dans le cadre d'une agence de com, des salariés. Je me suis rendu compte que manager, c'est un métier à part entière et c'est pas mon métier non plus. Donc, ça s'est très bien passé sur 2 ans et demi. Mais dès lors que j'ai eu l'occasion de partir de ma boîte et de recréer un business, je me suis dit non, je vais prendre plutôt des prestataires et des opérateurs indépendants qui viendront m'aider. Et puis, je me suis rendu compte aussi que certaines fois, il était plus utile de déléguer, non pas parce qu'on n'est pas capable de le faire, mais parce qu'il faut mettre l'énergie dans ce pourquoi on est fait réellement. C'est-à-dire que typiquement, moi, je m'appelle la vitrine, mais derrière moi, il y a tout un écosystème, que ce soit pour le volet formation, le volet assistanat, le volet création, le volet événementiel. Et donc, chaque pôle a, on va dire, la personne affectée à la fonction. Et comme cette personne, elle est idéale pour cette fonction, bah, ça tourne beaucoup mieux. Voilà. Donc, voilà mon business model, si vous voulez. On va creuser tout ça. On a quand même oublié d'accueillir Tasha, il me semble. Incroyable. Taya, pardon. C'est une star. Elle a un business model, c'est je suis mignonne et je reçois des croquettes. Voilà. Ouais, vachement sympa comme vie. Je crois qu'on envie tous son business model à elle. Ça, c'est clair. Et avoir des câlins, en plus, tout le temps, en fait. Voilà. Alors, c'est une chaîne qui te suit partout. Absolument. Ouais, ça fait partie de j'ai l'impression que ça fait partie de ton monopole personnel. Ah oui, c'est mon branding, c'est mon icebreaker, c'est ma vie, c'est l'extension de mon âme. Non, en fait, l'histoire, elle est un peu triste. Moi, j'ai toujours aimé les animaux pour plein de raisons, parce que je me considère comme ayant été un enfant atypique. J'étais la petite sœur d'un enfant handicapé, donc moi, j'avais un handicap invisible, mais je le vivais bien. Mieux que lui, on va dire. Mais néanmoins, je pense que toute l'attention que mes parents mettaient sur mon frère, peut-être que j'ai conscientisé qu'il y en avait un peu moins pour moi, et donc j'ai toujours voulu des animaux parce que j'avais un besoin de recevoir de l'amour inconditionnel, et les animaux le font très bien. Donc j'ai tout eu, hein. Je vous épargne les détails. J'ai eu des rats, j'ai eu des gerbilles, des lapins, des cochons d'Inde, poissons, j'ai fait de l'aquariophilie, tout ça. Et puis j'avais quand même une fixette sur le chien depuis toute petite. J'avais même un chien en peluche qui s'appelait Sucette, qui était un Yorkshire de chez Toys R Us. Et j'étais persuadée que c'était un vrai chien jusqu'au point de me retrouver face à des panneaux sur les parcs où il y avait écrit « Interdit aux chiens ». Et moi, je disais aux chiens « T'inquiète pas, ils croiront que t'es un faux ». Bon, voilà, pour la petite anecdote. Donc, le chien, ça faisait vraiment partie de mon... Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours. Je trouvais que c'était un animal extrêmement dévoué. Relation chien-maître, mais c'était vraiment une famille, en fait, qu'on se créait. Et j'ai eu une histoire un peu triste avec un chien que j'ai perdu en 2021, qui s'est fait écraser devant chez moi. Et depuis ce jour-là, j'ai vraiment beaucoup regretté en fait de ne pas avoir passé un maximum de temps avec mon animal. À savoir que mon animal, il m'avait aidé à développer ma confiance en moi. Il a eu en fait toujours un lien très fort dans mon business. Et donc, cette fois-ci, quand j'ai repris une chienne, donc la Taya en l'occurrence, je me suis juré qu'il n'y a aucun humain, en fait, qui me ferait perdre des secondes de mon temps de vie avec mon chien, qui, lui, ne vit que 100% pour moi. Donc, c'est facile à dire parce que mon chien fait 1,8 kg, c'est plus facile de l'emmener partout. Mais je vois bien, en fait, ce que ça crée sur les gens parce que je l'emmène tout le temps dans les soirées de networking. C'est comme ça que j'ai rencontré Laurine, qui va devenir mon associée. Laurine Bémer, la meuf en rouge sur LinkedIn et sur les réseaux. Un chien, en fait, ça permet tout de suite déjà de faire une préqualification. C'est un peu comme un canal d'acquisition. Et déjà, ça élimine tous les gens qui n'aiment pas les animaux. Et moi, ceux-là, je ne les veux pas dans ma vie, je suis désolée. Sorry. Déjà, eux, ça dégage. Voilà. Ensuite, bon, il y a aussi des personnes que je n'aime pas spécialement qui aiment les animaux. Typiquement les chasseurs, bisous. Voilà. Bon, en fait, on ne sait pas s'ils aiment les animaux ou s'ils veulent les utiliser. Mais toujours est-il que, une fois qu'on enlève tout ça, on arrive vers des personnes qui ont en tout cas un volet très empathe et un rapport aux gens et aux choses. En tout cas, dans l'écoute active, ils ont un langage verbal beaucoup plus chaleureux. Quand on rentre vraiment dans la lecture entre les lignes des gens qui aiment les animaux et particulièrement les chiens, c'est génial. Et surtout, ça permet de déceler aussi des petites dérives psychologiques. Par exemple, moi, j'adore quand on me dit
Ah ben moi d'habitude j'aime pas les chihuahuas, mais j'adore ton chien. Je fais ok. Alors toi, intelligence relationnelle, 0. Tu ne m'intéresses pas. Pour moi, quand on aime les chiens, il n'y a pas de question de race, en fait. Ça veut dire que sinon, on devrait faire attention aux races humaines. Pour moi, on aime les chiens, c'est fondamental. Moi, j'aime autant les dogs allemands que les chihuahuas. Bon, le chihuahua, c'est très cliché, mais ça, c'est la société qui nous l'a donné. Mais si tu remontes dans l'histoire, le chihuahua, il est plus ancien que tout un tas de races de chiens. On le voit déjà sur les pyramides mayas. C'était un passeur d'âme. Donc, en fait, si tu passes outre ces croyances et tout ça, tu vas très vite voir justement qui est superficiel dans sa manière de réagir et qui aime profondément les gens et vient vers toi, pas que par intérêt, mais parce qu'il a envie de connaître qui tu es profondément. Et je le vois, moi, dans l'agissement avec le chien, et c'est toujours le même résultat. C'est-à-dire que vraiment, quand j'ai un bon feeling entre la personne et mon chien, et que je vois mon chien avec la personne, en général, ça se passe très, très bien avec les gens derrière. Voilà. Alice, t'es quand même à la tête d'un empire. On va pas se le mentir. Si, disons les mots. Conférencière, autrice, formatrice, animatrice de talk show. J'ai oublié quoi? J'en ai oublié plein. Télé aussi. Télé, événementiel. Ouais. Néo Mastermind récemment avec Laurine. Désormais actionnaire d'une société avec ton conjoint. Ouais, je suis DG même. DG, voilà. Directrice générale. Directrice générale. Bon, du coup, on a tous que 24 heures dans une journée. Toi, manifestement, t'en as 48. Ouais. Donc, je vais pas te demander ton secret, même si j'ai très envie. Mais j'aimerais bien qu'on ouvre un peu la boîte de tout. Okay. Je vais pas dire de ton business, mais de tes business. Ouais. Et qu'on essaye de comprendre comment t'arrives à faire tout ça comme un être humain normal et en passant du temps pour toi, pour ta vie, dans ta vie de femme, avec ta famille, tes amis, ton chien, et continuer le développement. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, première question, comment tu t'organises ? Tu nous as parlé de ton staff. Est-ce que tu peux nous dire combien t'as de personnes ? Ok. Et ensuite, comment tu pilotes tout ça de chez toi ? Est-ce que c'est digital ? Est-ce que c'est tu passes ta vie sur WhatsApp ou au téléphone ? Enfin, comment tu l'organises ? Alors oui, il y a beaucoup de WhatsApp business avec des groupes et des sous-groupes, un peu de Notion, mais c'est pas moi qui les contrôle parce que je suis pas la meilleure à organiser les Notion. Donc comment ça se découpe ? Donc tout le volet formation, je l'ai complètement décentralisé dans un centre qui est spécialisé en fait, où là c'est piloté donc par un spécialiste de l'administratif lié à la formation en ligne spécifiquement, un spécialiste dans tout ce qui va être les écosystèmes digitales, donc les memberships, les tunnels de vente, etc., etc. Je vous épargne les systèmes IO et compagnie. Eux-mêmes ont 2 assistantes qui sont spécialisées dans tout ce qui va être l'administratif en B2C, c'est-à-dire en lien direct avec notre client, notre élève, qui lui-même est tenu de remplir tout un tas de documents. C'est très complexe parce que comme nous, on a des formations qui sont encadrées énormément et contrôlées énormément, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que c'est vraiment comme quand on tient une comptabilité. Il faut absolument que cet élève qui va être donc pris en charge dans l'écosystème, il soit de A à Z piloté jusqu'à sa sortie. S'il compte sortir, après, en général, il reste. Mais il y a un moment donné aussi, quand il a fini son accompagnement et que c'est un accompagnement qui a un tempo avec une fin, évidemment, il faut qu'il sorte et ça va jusqu'à la feuille d'émargement à la sortie. Donc là, ils sont 4. Et dedans aussi, on a tout un système de ce qu'on appelle des Sales Leaders, donc ils sont formés dans la Sales Leaders Academy par Katia Delamotte, qui est spécialisée, elle c'est une géante de la vente et de la négociation, elle a travaillé pour Lustucru notamment, Wonderbra, enfin des très très gros groupes dans l'agroalimentaire, la mode, etc. Et elle, donc, elle forme nos leaders parce qu'on ne veut pas en faire des closers, on veut en faire vraiment des Sales Leaders pour qu'ils soient formés à nos écosystèmes de A à Z et souvent qu'ils soient concentrés que sur un modèle de formation pour pas qu'ils partent dans tous les sens et que ce soit plus simple pour eux, mais aussi qu'ils aient un rapport beaucoup plus humain avec la personne au téléphone, parce que dans notre politique, en interne sur le volet formation, on ne veut pas des gens qui sont à moitié intéressés. Enfin, personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que l'expérience, donc moi, ça fait depuis 2018 que je donne des formations. J'avais commencé dans des French Tech, je faisais des formations en présentiel. Et puis, je me suis vite rendu compte, en fait, qu'un élève 100% conquis, c'est un élève qui nous ramène 200 élèves, en fait. Alors qu'un élève moyennement conquis, bon, c'est un élève qui développe des frustrations. Donc forcément, c'est un élève... on va pas dire qu'il n'est pas satisfait, mais c'est pas exactement ce qu'il recherchait. Donc déjà, il va pas parler de nous.
il risque peut-être de dire que c'était pas top. Donc moi, ça m'intéresse pas, ce genre de mauvaise pub. Donc c'est pour ça que vraiment, il y a un gros filtre. Souvent, même, on les laisse réfléchir jusqu'à 15 jours, 3 semaines Ah oui, c'est énorme. avant qu'ils passent à l'action. Parce que je préfère vraiment qu'ils soient sûrs, en fait, de vouloir s'investir humainement, personnellement. Ça demande quand même de s'investir. Moi, mes formations, elles touchent au marketing digital, à la création, structuration d'une entreprise, à la création de son écosystème en ligne. Là, on va avoir la formation podcast qui va arriver. Il y a Instagram, TikTok, LinkedIn. Il y a des webclass. Il y a la mise en relation avec ce qu'on appelle des multi-buddies. Donc, en fait, ils vont se faire des teams de buddies pour pouvoir évoluer ensemble. Enfin, en fait, ça demande vraiment un investissement personnel de se lancer là-dedans. Et j'ai conscience de l'enjeu que ça peut représenter dans une vie si quelqu'un en plus a plein de choses en parallèle. Donc c'est pour ça que je préfère qu'ils soient sûrs. Et donc en fonction de s'ils sont prêts ou pas à s'investir aussi, on peut appliquer des offres spécifiques. Ça peut être qu'une offre en ligne juste pour augmenter ses soft skills et ses hard skills, juste parce qu'on veut rajouter une petite corde à son arc, ou il y a vraiment la personne qui veut lancer son business de A à Z en ligne et qui va devoir mettre de côté un petit peu sa vie de famille, son couple, parce qu'elle va devoir se concentrer pendant 2-3 mois, focus, et donc on va la mettre sur une offre peut-être avec un programme mentorat, où là, elle pourra pas faire 15 métiers en même temps. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la partie formation. Et donc, ces Sales Leaders, moi, j'en ai actuellement 4 qui m'aident, parce que pareil, moi, je peux pas faire tous mes appels en parallèle de ce que je fais à côté, parce que mes formations, elles sont pas que en ligne, j'ai des accompagnements avec des classes sous forme de groupe WhatsApp business, pareil, où mon choix, moi, c'est pas de leur donner des rendez-vous hebdomadaires ou mensuels, moi, c'est tous les jours. C'est 24-24, 7-7. Donc, pour que je sois dispo 24-24, 7-7, il faut pas que je perde mon temps dans l'administratif À côté. et tout ça. Enfin, c'est juste pas possible. Et comme, bon, après, mes élèves, ce qui est super, c'est que je fais des classes, en fait, par, comment dire, possibilité de... comment je peux dire ça, de liens d'affinité. J'ai par exemple une classe, c'est ma classe préf, c'est le groupe A. Ils sont super bienveillants entre eux. Entre eux, ils finissent par se donner des tips pour éviter. Ils sont tellement bienveillants vis-à-vis de ma vie, puisqu'ils savent que je fais plein de choses par ailleurs, des interviews, des podcasts, etc. Que quand il y a des questions, par exemple, qui touchent à un sujet qui a déjà été maintes fois répondu, souvent, j'ai mes élèves qui, tout simplement, se mettent dans la position du délégué et qui se répondent les uns les autres et puis qui patientent 2-3 heures le temps que je réponde, évidemment. Donc ça, c'est pour ce volet-là. Pour le volet agence de com 360, où là, je vais endosser surtout le rôle de social media manager. Ce que je fais, c'est comme je ne peux pas avoir 1000 vies dans une vie, c'est au niveau de mes contrats que ça se négocie. Par exemple, avec Partouche, qui est un gros groupe de casinos, où je suis chez eux depuis maintenant 5 ans et demi. Ce qu'on a vu, c'est que si j'étais juste prestataire de service, je ne pourrais pas endosser trop de rôles parce que je serais considérée comme un salariat déguisé. Et en même temps, si je suis salariée, moi, ça ne me convient pas parce que je ne peux pas gérer mes entreprises. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un modèle de contrat cadre, ce qui permet donc de faire en sorte que ce soit mon entreprise qui est salariée de leur entreprise. Et là, on a un peu comme des possibilités à tiroir. C'est-à-dire que parfois, ils vont avoir besoin de moi sur des séminaires où je vais être très, très disponible pendant 3-4 jours, où je vais avoir le déplacement et je vais être là sur place. Et donc là, je suis à 100% focus avec eux. Mais je peux l'anticiper en amont. Et donc, je prévois avec mes équipes, je ne serai pas là sur ces périodes-là. Donc, soit je prends des coachs qui peuvent prendre le relais auprès de mes élèves, soit j'explique à mes élèves, ou je ne prends pas de conférences, ou je ne fais pas de podcast, etc. etc. Soit on est sur un modèle où je suis un peu comme d'astreinte, en veille, mais je préviens quand même les directions des casinos que je ne peux pas être au tac au tac, parce que parfois je suis dans un avion ou dans un train, enfin voilà, je suis un être humain. Donc ça, ils le comprennent tout à fait. Et donc j'ai toujours un délai de réponse d'accompagnement de quelques jours. Mais je reste très disponible, c'est rare que je ne réponde pas dans la journée. Voilà. Donc, je m'organise, en fait, de telle manière à ce qu'il y ait toujours un système de messagerie. Donc, chez Partouche, on est chez Teams, ce qui permet de scinder en deux. Donc, j'ai tous mes écosystèmes avec ce client-là sur Teams et j'ai tous mes écosystèmes formation sur mon WhatsApp Business. Et puis après, donc, pour tout ce qui va être plus ponctuel, donc les audits ponctuels, la mise en place de stratégies ponctuelles, les vidéoconférences. Il y a des personnes qui me demandent des coachings one-one que je fais très très peu parce que vous imaginez bien que c'est très compliqué. Là par contre je suis obligée de structurer en termes de temps énormément et sous forme de par exemple de rendez-vous bien pilotés, orchestrés à l'avance pour que je puisse encore une fois m'en sortir puis préparer. Et
Enfin, une quatrième activité qui me demande énormément de temps, c'est la préparation des conférences. Parce que même si j'ai toujours un fil rouge dans mes conférences, chaque conférence est unique. C'est-à-dire que c'est une expérience unique. Donc, il faut imaginer, c'est comme si quelqu'un, Gad Elmaleh par exemple, qui aurait un stand-up, eh bien, il devrait réécrire son spectacle à chaque fois. Et c'est ce que je fais. Et là, pour le coup, je le fais seule parce que jusqu'à la veille de mes conférences, souvent, je change. Parce que je vais attendre un maximum d'informations sur le persona, les personnes qui se sont réellement inscrites et qui vont venir. Est-ce qu'ils ont soulevé des problématiques spécifiques? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'actualité? Donc souvent, je vais me servir, je vais faire un peu de newsjacking. Donc je vais aller voir ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Je vais prendre un petit peu des ressources que j'ai moi par rapport à mon parcours et je vais le greffer à l'intérieur pour essayer de faire en sorte que ce soit au plus près. Juste avant vous, là, j'avais au téléphone le festival C'est qui la bosse, qui est un très très gros festival, au téléphone. Et on a rebondi en fait au cours de la conversation parce qu'on va préparer une table ronde. Et je vais attendre quand même d'avoir le retour de mes 2 consoeurs pour que ça puisse être le plus pertinent possible. C'est-à-dire plutôt qu'on se répète, si je vois qu'il y en a une qui va traiter de ce sujet, ok, on passe à autre chose. Je vais plutôt ramener une autre ressource. Ce serait dommage que les personnes qui sont dans le public, en l'occurrence c'est souvent des femmes, passent à côté d'autres ressources qu'elles pourraient me demander et que j'aurais pas le temps de mettre en avant. Ensuite, pour la télé. Alors là, ce qui est super, c'est que la télé, chez France Télé, on fait des pré-tournages. Et encore plus cette année, puisque donc les années précédentes, j'étais enregistrée sur 2 jours d'affilée, 4 à 5 émissions pour le mois. Mais là, maintenant, on a fait un nouveau modèle parce que le format Vous êtes formidable a réduit de 25 minutes. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un format de 26 minutes, puisque maintenant la télé est en train d'évoluer avec son temps, comme le digital, et elle écourte ses programmes pour en faire plus, mais plus court. Donc là, ce qui est super, c'est que je fais des pré-enregistrements en studio, comme ici, typiquement, et où j'enregistre mes chroniques, qui sont des chroniques très courtes, c'est maximum du 2-3 minutes, où on parle justement de digital, sauf que le public, il est beaucoup plus âgé, donc tout ce que je suis en train de vous dire là, je n'en parle pas. On va plutôt expliquer comment faire une visioconférence sur WhatsApp, comment on peut mieux utiliser Google Maps pour trouver son petit commerçant du coin, comment on peut protéger son adresse email. On va dire c'est le b.a.-ba du digital, mais on est obligé aussi de former ces personnes-là parce qu'elles sont très nombreuses en francophonie et elles sont les plus vulnérables aussi. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc c'est plus de la prévention presque comme chronique. Ensuite, les talk shows sur ABC, c'est pareil, ce sont des pré-tournages. Donc là, je vais programmer un samedi où j'en mets 4-5 dans la journée, bam, 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 j'enchaîne. Voilà. Le livre, c'est exceptionnel. J'étais en train de rédiger un livre, ça s'est fait sur 10-12 mois. C'était vraiment dur de faire tout ça en plus du livre, je vous dis la vérité. L'organisation, là, il n'y en avait pas. C'était beaucoup de nuits blanches, voilà. Mais bon, je compte pas faire 12 livres par an, donc ça va le faire. Et puis tout ce qui est ponctuel, événementiel, sortie de livres, promo et tout ça, pareil, c'est un peu chaque jour suffit sa peine. C'est moins organisé, mais je me dis que c'est une douleur qui va finir par passer. Et en parallèle, j'ai aussi le château des entrepreneurs, l'événementiel avec des entrepreneurs. Et ça, on s'est donné comme maximal avec mon associée Laurine de faire 4 événements par an parce que sinon là moi je vais exploser, je vous dis la vérité. Je suis assez chargée, donc on limite. Après organiser, moi je voulais être à l'époque, mon rêve c'était d'être organisatrice de mariage. Donc pour moi c'est un jeu d'enfant d'organiser, sauf que comme elle me dit Laurine, moi c'est un bordel organisé, c'est-à-dire qu'elle note tout, elle a ses petits Notion, ses petits Google Sheets et tout, et moi j'ai mes petites notes sur Apple Notes avec mes petits quotes. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Bon, c'est une organisation de TDAH, mais ça roule, quoi. Voilà. Et du coup, tu es autant passionné par creuser vraiment comment développer son business en ligne avec du coup les gens que tu formes que WhatsApp, comment faire une visio sur WhatsApp. Les deux te passionnent autant? Alors, oui, non. En fait, ce qui me passionne, moi, dans la télé, c'est que, en gros, pour te faire un peu le storytelling, moi, quand je suis arrivée ici à Montpellier, parce qu'à la base, je suis de Paris, et entre-temps, j'avais une expérience à l'étranger, j'ai vécu un peu ce que c'est que la discrimination. C'est-à-dire que j'arrivais, je suis pas un média, etc. Il va falloir que je fasse mon nom, qu'on accepte mes compétences comme des compétences légitimes, et souvent, je me prenais des pas intéressés, pas intéressés, pas intéressés. Le hasard a fait que j'ai rencontré un client qui, à l'époque, m'a dit, bon, c'est très bien, vous me faites des logos, vous faites des cartes de visite, mais moi, je veux que vous gériez mon Facebook, je vais apprendre le community management, je vais me reformer, je vais comprendre la puissance du digital, et je vais comprendre que nous sommes tous en train de devenir des médias. Bon. Sauf que je trouvais ça dingue que, donc,
sans être un média et sans avoir cette parole que nous a permis finalement, enfin que nous ont permis les algorithmes, quelque part on était un peu rien, tu vois. Ok, t'as pas le poids, t'as pas l'autorité, bah t'es personne. Alors que moi j'avais les compétences derrière, donc je trouvais ça pas juste. Et donc je trouvais ça sympa dans l'autre sens que parce que j'avais travaillé ce côté audience et médias par moi-même, que la télé finalement, les médias classiques, parce que j'ai aussi été chroniqueuse sur France Bleu pendant 1 an et demi, m'appellent moi parce que j'avais décidé de faire mon trou moi-même. Et en plus, m'appelle pourquoi? Pour parler du sujet du digital. Je trouvais que c'était vraiment la boucle est bouclée. Donc, c'était plus ma mission de le faire. Je me disais, waouh, c'est comme si on a redonné la parole au peuple et pas au diplôme, quoi. C'est le peuple qui a décidé de donner des voix, entre guillemets, à certaines personnalités sur les réseaux. Bon, entre autres, moi et, bon, entre autres, Taya aussi, qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et on nous redonnait nos lettres de noblesse, pas par nos diplômes ou par le machin m'a mis en relation avec machin, etc. Mais parce qu'on avait mérité d'avoir eu la parole sur les réseaux. Et donc, on nous demandait, pourquoi pas, de faire de même sur le média classique, qui est un média, je pense, qui va beaucoup souffrir dans les prochaines années. Donc, c'était pas vraiment un rêve d'être chroniqueuse télé, mais je trouvais ça beau qu'on puisse inverser la tendance, tu vois. Petite revanche. Ouais, petite revanche. Avant, tu vois, on donnait de la visibilité aux candidats de télé-réalité qui devenaient connus, qui étaient influenceurs. Bon, ils étaient connus par la force des choses. Moi, j'ai travaillé mon influence nuit et jour, parfois à poster 3 contenus par jour par réseau, à galérer. Parfois, ça me coûtait cher quand je faisais des campagnes publicitaires, quand je faisais un lancement, etc. Moi, j'étais pas aidée par les médias, par la presse et tout. Donc, je trouvais, ouais, que c'était sympa de le regarder. Maintenant, c'est sûr que ce qui me passionne le plus, moi, c'est de voir les gens en vrai, de les former, de voir leur évolution, qu'ils me remercient, qu'ils me recommandent. C'est ça mon kiff. Moi, j'aime être dans le rôle de la pédagogique, enfin de la personne pédagogique. Et quand j'étais petite, je jouais à la maîtresse dans ma classe, dans ma fausse classe, dans ma chambre. Donc, c'est un peu comme si j'avais fait mon rêve d'enfant, tu vois. Voilà. Donc c'est ton kiff et j'imagine que c'est aussi la partie formation, ta source de revenus principale dans ton écosystème? Non. Enfin, 50-50 avec le consulting des grands groupes. C'est moitié-moitié. Par contre, c'est celle qui a le plus de potentiel à être scalée. Parce que moi, mon temps, il n'est pas scalable. Enfin, je peux donner des audits, peut-être grossir mes factures, mais il y a un moment donné, ce sera limité avec mes clients. C'est sur la partie clairement formation ou événementiel de formation ou conférence, si on fait de plus en plus des grosses conférences où je peux scaler clairement. Mais tu vois, du coup, souvent, Laurine, elle me dit, mais pourquoi tu gardes la partie prestation de service? Et je sais pas pourquoi, moi, j'aime bien aussi avoir un pied dans le milieu du salariat, parce que, alors, parfois, ils sont à la traîne, mais parfois aussi, ils sont en avance, parce qu'ils n'ont pas le choix d'être en avance. Tu as dû beaucoup le voir, je pense, dans tes activités. Et moi, si je suis solopreneuse et que je traîne qu'avec des infopreneurs et des entrepreneurs, on est tous entre nous, alors on s'apprend énormément de tips, mais que je suis pas au courant que, ok, nous, c'est super free pour nous parce qu'on est à notre compte, mais il y a telle directive obligatoire ou telle loi obligatoire pour un salarié, et donc j'en ai absolument pas conscience. Typiquement chez nous, chez Partouche, ça va être tout ce qui va être les jeux d'argent et de hasard. Et donc, du coup, il a fallu que je me forme sur les jeux d'argent et de hasard, les paris sportifs en ligne, la formation en ligne, les messages de connivence en lien avec l'écologie, le greenwashing. Si j'étais restée solopreneuse, tout ça, je l'aurais pas fait. Donc finalement, j'ai une carte supplémentaire qui est, tiens, je suis formée à RPP, donc je suis formée influence responsable et publicité responsable. Donc ça me donne une carte supplémentaire et je vais pouvoir en faire une formation sur le juridique, enfin les réseaux sociaux et le juridique, tu vois. Donc j'aime bien avoir un pied dans ces enjeux-là parce que nous, c'est des entreprises qui sont cotées en bourse, donc aussi je peux palper un peu le marché par ailleurs, où j'ai beaucoup moins les pieds dedans quand je suis toute seule à faire des petits podcasts ou des petits trucs comme ça, même si c'est super cool. Et ça me permet aussi d'avoir une certaine forme d'autorité, je pense. Donc voilà. J'ai l'impression que tu es un peu en train d'essayer de réconcilier tous les mondes. Parce qu'on a tendance, mais c'est vrai, on a tendance à dire le solopreneur ou le freelance, il est vraiment contre le salariat, le grand groupe, l'objectif c'est d'en sortir, etc. Et même dans les médias, on a tendance à dire le solopreneur, il faut être son propre média et ta propre newsletter, ne dépend pas des journalistes, surtout ne parle en fait jamais aux journalistes parce que c'est le grand mal et ils vont déformer tes propos. La télé, c'est has-been, et ta chaîne YouTube, etc. Et toi, tu fais les deux en fait. T'es dans cette espèce de relation en train de chercher, même pas un compromis, mais une réconciliation de ces mondes-là. Mais ce serait comme si tu disais, ok, les petits-enfants ont toujours raison ou les grands-parents ont toujours raison. En fait, je pense que ça va ensemble. On ne peut pas cracher sur la télé. Elle a été à l'origine de notre envie à tous d'avoir nos propres médias. Elle a beaucoup à nous apprendre. Je pense qu'elle a beaucoup à se réinventer. Elle a beaucoup à apprendre de nous.
Moi-même, quand je me suis lancée sur la formation, déjà, ça s'est fait complètement par hasard. Je ne l'ai même pas fait dans un but de business ou quoi. Il s'avère que j'étais associée à une ancienne associée. Nous avions une agence de com 360 ici à Montpellier. Et quand j'ai décidé de partir, il y avait quand même un contrat d'associé qui faisait que pendant 2 ans, je n'avais plus le droit de faire mon métier. Donc, c'était un petit peu le comble, puisqu'elle, à la base, elle était du milieu du mannequinat. Et c'était moi qui avais un master de com. Donc, on me disait, attends, ok, tu pourras partir, aucun souci. Sauf que tu pourras pas faire ni du graphisme, ni de l'affichage, ni du digital, ni du web, ni de la pub. Je disais, ok, mais du coup, je peux pas faire mon métier, en fait. Et ils m'ont dit, si, tu as le droit de faire de la formation. Donc, en fait, je l'ai fait par défaut au départ, la formation. Et ça a été appuyé par mon mentor, Fabien Prêtre, qui est le fondateur d'EasyFlyer. Il s'est fait racheter 54 millions d'euros par Vistaprint. Très grand mentor qui m'a découverte par Instagram, qui m'a dit, oh, je t'adore, je te trouve trop marrante, trop rigolote et tout. Je veux faire un stage chez toi. Il a fait un stage chez moi. Grosse blague. Enfin, bon, bref. Intelligence relationnelle des réseaux. Et c'est lui, à l'époque, qui m'a dit, mais tu sais, Alice, c'est très intéressant parce que tout ce que tu m'as appris là en 10 jours de temps, c'est une vraie compétence et connaissance qui manque. Lui, il le voyait bien parce qu'il était dans un énorme groupe et il avait des community managers, mais ils n'avaient pas la vision de l'intérieur d'une personne qui est influenceur. Et tu peux faire toutes les formations de community manager que tu veux, si tu n'es pas dans la réalité du marché de l'influence commerciale dans toutes ses formes. Je ne parle pas des influenceurs qui font des placements de produits pour des blanchiments dentaires. Et il m'a dit, moi, j'ai appris tellement de choses. Et donc, moi, il m'a beaucoup rassurée parce que je me suis dit, mais comment ce monsieur qui a hacké le système des ads, il mettait à l'époque 260 000 euros d'ads par mois. Donc, le mec, c'est bon, le canal d'acquisition, il connaît, display, il connaît, backlinks, pardon, il connaît. Il a tout fait, quoi. Dans le digital, l'influence, il en a fait. Et pourtant, il me disait, tu m'as mis une claque, je viens d'apprendre plein de choses. Donc, moi, il m'enlevait, en fait, un syndrome de l'imposteur qu'on a souvent, nous, les femmes, problème de légitimité. Mais moi, j'ai pas fait un MBA dans le digital, donc je suis pas légitime. Et puis moi, à l'époque, comme j'avais mon agence de com, je pouvais pas dire, tiens, le digital me ramène 30, 40, 50 000 euros par mois, puisque moi, j'avais une petite SARL où je fais de la prestation de service, donc je pouvais pas scaler mon temps. Et donc, le jour où il m'a donné ce conseil, évidemment, il a changé ma vision. Et c'est là où j'ai repéré ce fameux rôle dont tu me parles juste avant, Pauline. C'est, en fait, oui, les mondes sont à réconcilier parce que nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons énormément à nous apprendre. Moi, Fabien, avec son côté plus traditionnel du e-commerce, enfin, traditionnel, mais qui pèse, il m'a renoué, par exemple, avec la relation client. Il m'a dit, tu sais pourquoi j'ai explosé mes revenus, Alice ? C'est parce que nous étions pendant des années, et je le suis toujours, et c'est pour ça que Vistaprint m'a racheté, parce qu'ils se sont dit qu'ils allaient être dans la merde sinon, c'est la relation client. Et donc là, il a commencé à m'apprendre une soft skill qui est la suivante, c'est mon client n'a pas encore reçu son roll-up, il est 23h50, sa conférence est demain. Je suis à Orléans, mon siège, mais lui, il est à Nice. Je prends ma voiture, moi, en tant que PDG, et je descends à Nice, lui emmener son what the fuck roll-up, et il va la voir demain matin pour sa conférence. Et là, il a complètement changé ma vision des choses. La vie, c'est pas des vues, des likes, juste de l'autorité, de la réputation et de la social proof. La vie, c'est comment les clients vont parler de toi. Et pour qu'ils parlent de toi, c'est pas juste des étoiles sur les advice Google. C'est pas juste, non, c'est comment les gens, ils te voient en vrai, ils te constatent en vrai. Donc, il y aura peut-être le digital. Toute la vie, le digital va évoluer. On va avoir des IA qui vont nous remplacer. Mais le lien humain, ça, tu peux pas l'enlever. Et là, il m'a aidé à créer, justement, à développer cette soft skill qui devrait d'ailleurs être, on devrait même pas l'appeler soft parce qu'elle est plus que soft, elle est plus que smart, elle est perfect skill, c'est l'intelligence relationnelle. C'est comment les gens vont tellement fusionner avec toi, soit dans un enjeu commercial ou de négociation ou relationnel personnel, etc. Mais les gens, c'est nos plus gros alliés. Ça pourra être irremplaçable, ça. On aura des robots de Elon Musk, on aura tout ce que tu veux, mais le lien émotionnel d'amitié, de partenaire, de collaboration avec quelqu'un ne peut pas être remplacé. Ça, c'est le seul truc qui ne pourra pas être remplacé. Donc, c'est le moment ou jamais, d'ailleurs, de le développer. C'est pour ça que c'est bien de faire des podcasts et d'échanger ensemble. Et voilà. Et donc, oui, réconcilier tous les mondes, que ce soit les médias entre eux. Je pense qu'ils ont beaucoup à s'apporter. On va dire, toutes les connaissances traditionnelles. Je pense aux métiers de main, aux métiers de bouche, aux métiers de l'artisanat, qui ne pourront pas non plus être remplacés, même si on essaye l'essence même artistique d'un grand chef, même s'il y a un robot qui imite un chef,
c'est pas pareil. Une émotion olfactive, c'est pas pareil. Et à côté, ces grands chefs, s'ils se mettent pas dans le digital, s'ils se mettent pas à analyser pourquoi les gens aiment ce qu'ils font, s'ils font pas peut-être, pourquoi pas des typeforms en demandant les retours de leurs clients, et un jour, ils vont être rattrapés par un chef qui, lui, va le faire. Donc, pour moi, il faut absolument, oui, réconcilier les secteurs et pas se faire la guerre. Voilà, et faire en sorte que les grands-parents et les petits-enfants, ils s'entendent bien. Tu vois. On ne peut pas faire caca sur notre histoire. Hein. C'est pas possible. Bon, c'est surpuissant cette vision de réconcilier les mondes, mais après, d'un point de vue purement concret, ça fait que tu dois adresser des cibles très différentes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton acquisition? Est-ce que dans les deux cas, quand tu vends à un grand groupe ou à des gens qui veulent se former pour lancer leur boîte, ouais. Ça passe par toi dans les deux cas? Quelles sont les stratégies que tu mets en place pour réussir à t'adresser à des cibles aussi éloignées? Alors non, ça passe pas toujours par moi. Enfin, on va dire, moi, je suis la vitrine. C'est-à-dire un petit peu comme on appelle ça, le merchandising quand on fait les devantures de rayon. Moi, je suis la devanture du rayon. Il y a juste un truc que les gens viennent tous chercher chez moi, c'est l'authenticité. Ils me demandent jamais mes diplômes, ils me demandent jamais ou rarement les témoignages, surtout c'est moi qui veux le voir. Donc ça, j'ai remarqué quand même, c'est hyper important en tant que solopreneur. Alors vous n'êtes pas obligé de jouer la carte de l'authenticité, mais trouvez votre patte. Ça, c'est moi, ma patte, c'est ça. C'est la nana qui débarque habillée en Barbie avec son chihuahua, qui fait des blagues de Toto et qui sort caca dans un podcast. Voilà, bon, ça, c'est ma marque de fabrique. Néanmoins, en effet, et c'est pour ça que je parlais des sales leaders typiquement tout à l'heure, je peux pas être 100% de mon canal d'acquisition. Donc, j'ai toujours des systèmes d'automatisation. Par exemple, j'ai du ManyChat avec tout un système de récolte de données sur mes réseaux sociaux. J'ai mon ghostwriter sur LinkedIn qui s'occupe de récupérer toutes les infos sur les DM, les messageries, parce que je peux absolument pas tout filtrer, je vais péter un plomb. J'ai toujours des petites personnes comme ça à droite à gauche qui m'assistent. J'ai Marie, mon assistante, qui va gérer toute la partie acquisition sur l'événementiel. J'ai Alexandre qui s'occupe de mes pages de capture. J'ai vraiment chaque personne à sa place. Et j'ai aussi les filles, donc je les appelle mes GNG Teams. C'est Julie et Jessica qui sont mes sales leaders affectés à mon Calendly, qui répondent, on va dire, qui font la préqualification de mes leads pour que vraiment on ne perde pas de temps. Néanmoins, oui, pour les grands groupes, de toute façon, en général, c'est pas moi qui prospecte, c'est eux qui m'appellent. Moi, partout, ça s'est fait... je vous raconterai comment ça s'est fait. C'était assez inédit. Mais c'est là où je remarque qu'en fait, ce ne sont pas les... En tout cas, dans mon cas, bien sûr, c'est pas propre à tout le monde, mais c'est pas 100% de votre CV qui va faire que, de vos recommandations qui vont faire que, de vos automatisations qui vont faire que, c'est vraiment vous. Les gens, ils vous achètent vous. Typiquement dans les métiers, en tout cas des médias de l'influence. Et je crois que plus j'ai décidé d'accepter d'être qui j'étais, en tout cas d'incarner le personnage qui était moi, parce qu'avant je pensais que c'était un personnage que je jouais, mais en fait j'ai compris que c'était moi. Et plus finalement les choses se sont débloquées. Je pense notamment à l'humour. Je pense notamment au fait d'assumer. Moi, je n'ai pas fait les hautes écoles. J'ai fait un petit master de com à Paris, certes dans une très bonne école privée, mais j'ai pas fait la Sorbonne, j'ai pas fait HEC Paris. Moi, je suis allée chercher mon savoir sur le terrain. Le digital, je suis allée chercher sur le terrain. Quand je trouvais plus de clients ou très peu de clients dans le graphisme, parce que ça y est, Canva était sorti, quoi. Donc, au final, souvent, il faut se rappeler que les grands groupes ou même les gens qui veulent se former sont souvent des gens du terrain. Moi, mes patrons, chez Partouche, c'est des anciens forains qui avaient des kartings et qui ont décidé de se lancer dans le casino. Et ils savent très bien qu'on peut apprendre des savoirs théoriques, mais ce qu'ils veulent, c'est des tempéraments dans le monde réel. Et ils s'attachent plus à la personne même qu'aux skills de cette personne. C'est est-ce que cette personne est loyale? Est-ce qu'elle ne va pas me mettre un couteau dans le dos? Et dans des très gros contrats comme ça, c'est très important d'avoir en face de soi quelqu'un de loyal. Qui va pas... Parce que moi, je pourrais être quelqu'un d'absolument perverse, qui prend toutes les informations dans le casino 1, puis je vais chez le concurrent qui a encore plus de pognon, puis je lui vends toutes les informations confidentielles. Moi, j'ai accès absolument à tout, hein. Les business managers, j'ai toutes les informations. Même si je voulais, je pourrais fermer tous les comptes.
Enfin, je pourrais faire n'importe quoi. Donc, pour donner ce type de rôle à quelqu'un, la compétence la plus recherchée, c'est la confiance. Et c'est l'authenticité de la personne. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup misé sur ça. Après, il y a quelque chose que je ne maîtrise absolument pas. Et alors, là-dessus, c'est la pire skill chez moi. Je ne sais pas vendre. Je suis une très bonne marketeuse et communicante, mais je suis nulle. Mais nulle, Adri, si tu savais, pour vendre. Ça peut pas être pire que moi. Pour l'anecdote, j'ai fait de l'immobilier commercial. Donc, quand je trouvais plus de travail dans la com, ici, quand je suis arrivée à Montpellier, parce que nous sommes à Montpellier, pour ceux qui nous regardent, j'ai répondu à une annonce pour bosser dans l'immobilier commercial. Je savais même pas que ça existait, en fait. Pour moi, l'immobilier, c'était l'immobilier, quoi. Tout le monde était Valérie Damido et puis Stéphane Plaza. Et donc, je suis arrivée dans cette boîte. Et en fait, il fallait que je trouve donc, des baux commerciaux, BAUX, donc un bail commercial, à vendre. Donc, moi, je faisais le tour de l'Écusson. Donc, l'Écusson, c'est le centre-ville de Montpellier. Alors là, c'était super facile pour moi parce que moi, j'ai la tchatch. J'avais déjà le truc, le bagou de l'intelligence relationnelle. Donc, je récupérais plein de trucs à vendre. Sauf que ce qui se passait, c'est qu'on avait des statuts VDI. Donc, c'est comme un statut vendeur indépendant. On est payé à la com. Et en fait, c'était mes confrères qui, eux aussi, étaient VDI, prenaient le bail commercial, le vendaient, prenaient la commission. Donc, en fait, je me rendais compte que je faisais tout le travail en amont de marketing et je ne vendais pas. Et là, dans ce volet-là, j'ai compris qu'en fait, toute ma vie, je vais avoir des problèmes avec la vente. D'où les sales leaders, du coup. D'où les sales leaders et d'où le fait que, oui, il y avait une faille dans mon système. C'est-à-dire que je savais... Alors moi, je sais ramener des foules, il n'y a pas de souci. Je sais remplir des événements à 500 personnes, il n'y a pas de souci. Je sais te vendre n'importe qui d'autre que moi. Mais moi... syndrome de l'imposteur à vie, tu vois. Et à vie. Et du coup, je pense que je suis très contente de dire oui, l'authenticité, mais même, est-ce que c'est pas une couverture? Parce qu'en fait, c'est la seule chose que je sais faire, d'être authentique, et en tout cas de mettre en avant, tu vois. Et je pourrais jamais dire, je suis une grande stratège. Ça se trouve, je le suis, tu vois, mais j'en serais jamais convaincue. Donc, j'ai besoin de personnes qui sont plus convaincues que moi que je le suis pour le faire à ma place. C'est la seule, entre guillemets, le seul moyen que j'ai trouvé pour que ça puisse fonctionner. Donc, c'est terrible. Et je pense que c'est un héritage qui date pas que de moi. C'est un truc qui doit être beaucoup plus profond, qu'on porte sur les épaules de génération en génération, notamment nous les femmes. Puis à savoir que ça fait quand même très peu de temps qu'on travaille. En fait, on regarde notre bagage, quoi. Donc, je me demande même, voilà, si ça va pas au-delà même de mon parcours, quoi. Voilà. Donc, en fait, si je traduis, ta zone de génie, finalement, c'est de te rendre visible, de te rendre visible tel que tu es. C'est ça. Voilà. Et donc d'attirer à toi, et ensuite des gens se chargent de convertir en clients. Ouais. C'est ça? Ouais. Justement, j'ai envie que tu nous apprennes à se rendre visible. Parce que pour le coup, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément extraordinaires pour autant sur le commercial, mais qui ont beaucoup de mal à se rendre visible et à faire ce qui semble hyper naturel pour toi. Alors... ah là là, vaste sujet. Alors, en fait, disons que ce sujet, il est arrivé sur la table pour nous humains il y a très peu de temps avec l'arrivée des technologies. Donc, il a fallu très rapidement qu'on s'adapte, surtout notre génération à nous, là, ceux que j'appelle les millennials. Parce que nous, on a grandi, on avait 13-14 ans quand on a eu des téléphones dans les mains. Et puis après, tous les ans, tout a évolué très vite. De Minitel, c'est passé à PC. De PC, c'est passé à Mac de toutes les couleurs, puis MacBook. Et en parallèle, on a eu la même chose avec Internet. On est passé par Microsoft Explorer à télécharger des musiques sur Casa, puis Spotify. Puis en parallèle, on a eu, bref, les applications, les smartphones, etc. De là sont arrivés les réseaux sociaux assez rapidement, on les a pas vus venir. D'abord, on était en train de rigoler sur MSN Messenger. Bon, c'était marrant, on s'envoyait des whiz et tout ça. Et puis, Facebook est arrivé. On était dans un outil plutôt communautaire. On maîtrisait encore qui étaient nos amis et qui voyaient nos posts. Puis sont arrivés un petit peu en parallèle Twitter et Instagram, qui sont arrivés avec le système de hashtag et l'algorithme. Et d'un coup, on nous disait « Coucou, tout ce que tu vas dire, ça va être vu de tout le monde ». Donc, hyper contre-intuitif. En parallèle de ça, nous, mesdames, qui essayons d'arriver dans la société, d'être équitable avec ces messieurs. Et en parallèle de tout ça, la parole qui s'est libérée de plus en plus, mais en même temps... les états d'esprit qui se fermaient de plus en plus parce que la liberté d'expression qu'on avait dans les années 80-90 a commencé à décliner après avec le temps. Enfin bref, tout cet écosystème est là. Et nous, on nous demande, à nous entrepreneurs, pour se démarquer et être visible, d'être
notre pivot, notre marque pivot, d'être à la tête, enfin notre visage à la tête de nos entreprises, à l'image de Frédéric Mazzella, Marc Simoncini, ce que dit souvent Caroline Mignot dans ses podcasts, enfin bref. Et le truc, c'est que ça, on nous l'a pas appris, quoi. On nous a appris les sciences humaines dans les cours d'éducation civique, qui nous ont vachement aidés. Voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup d'abstention dans les votes. On nous a appris l'SVT à disséquer des grenouilles. Disséquer, voilà, un pistil de tulipes. Bon, c'est super, mais parler devant une caméra, dire ce qu'on pense, ne pas être gêné, placer ses mains, faire attention à son langage non verbal, faire fi de la vie des autres, et j'en passe, ça, c'est pas vraiment intuitif, quoi. Donc, moi, la chance que j'ai eue en premier, ça a été de faire du théâtre quand j'étais petite. Et je vous dis la vérité, ça m'a beaucoup aidée. Je me rappelle la seule et unique fois où j'ai eu vraiment la peur de ma vie, c'est quand il a fallu faire La Cigale et la Fourmi devant 30 personnes et que j'avais un énorme trou dans mon legging. Et donc, j'ai dû mettre une cape bleue pour être une cigale crédible. Et je me rappellerai toute ma vie. Et c'est le moment où j'ai eu le plus le trac de passer sur scène. Et c'est là où je me rends compte que heureusement que ça s'est passé quand j'étais en CE2, parce que maintenant, quand je monte sur une scène en conférence, je n'ai plus le trac du tout. Donc merci à mes profs de théâtre de m'avoir poussé à avoir bien peur quand il n'y avait aucunement d'enjeu, où j'avais pas de caméra, j'étais pas filmée, il n'y avait pas d'argent, tout ça, c'était formidable. Voilà, donc le théâtre aide. Donc bien sûr, j'invite tous les infopreneurs qui ont du mal à apprendre même ne serait-ce que 2 cours, 3 cours, où on parle en public devant les autres, quitte à bien se ridiculiser, on est tous là dans la même dynamique, on veut casser ce regard des autres. En 2, il y a la thérapie. Moi, j'ai fait des thérapies familiales, beaucoup. On a beaucoup analysé notre histoire familiale dans ma famille. Bon, je suis aidée par ma mère psy, ça aide. Le pourquoi, en fait, on laisse la place, pourquoi on autorise la vie des autres à nous impacter. Parce qu'en réalité, quand on regarde différentes théories, je pense notamment à la théorie d'un TikToker que j'adore citer, qui s'appelle Charlie Head, qui s'appelle la théorie de la rame de métro. On se rend compte, en fait, que le regard des autres est quelque chose de tellement minuscule, superficielle. Donc la théorie de la rame de métro, si je vous la fais très rapidement, c'est cette fameuse personne qui rentre dans le métro, qui crie parce qu'il a faim. En fait, souvent, c'est une personne sans domicile fixe qui dit « Mesdames et messieurs, venez m'aider, j'ai besoin de manger ». Et puis, il va parler très fort. Et souvent, ce qui se passe en face, il y a 2 réactions. La réaction numéro 1, c'est « Oula, mais sérieux lui, mais moi jamais j'aurais fait ça, jamais j'aurais parlé comme ça en criant dans le métro, pardon, je me serais ridiculisée. » Et la deuxième réaction, c'est « Waouh, quelle audace !» Genre, la personne est capable, devant tout le monde, dans ce silence et ce brouhaha de métro, de parler devant tout le monde. Et en fait, à chaque fois, on comprend que la personne ramène à soi ce qui est en train de se passer. Et quand on conscientise, en fait, que tout le monde ramène à soi ce qui est en train de se passer, donc, et le visionnage de votre Reels et votre story face cam où vous êtes dégueulasse avec un bout de salade dans les dents. Et à chaque fois, la personne ramène à elle ce qui est en train de se passer. Donc, une fois que réellement on travaille sur ça et qu'on le fait grandir en soi, et qu'en plus de ça, on rajoute la notion de memento mori que j'adore citer, c'est-à-dire qu'on va tous mourir un jour et qu'on est un amas de molécules qui pensent. Bon, comme disait Mufasa, le papa de Simba, on va se transformer en herbe et on sera mangé par des antilopes. Bon, fin de la parenthèse. Donc, une fois qu'on a pris un petit peu son courage à 2 mains pour travailler ce regard des autres et qu'on a appris un petit peu à parler devant les autres et qu'on réalise tous les bénéfices qu'on aurait en face à se montrer, comment on fait maintenant? Donc, je vais répondre à ta question, Adri, parce que j'ai planté le décor et que je ne perds pas mon fil, pour s'incarner et être visible et puis trouver ça correct, quoi, de se montrer aux autres. Eh bien, il faut d'abord revenir à qui on est profondément. Parce que le propre des réseaux sociaux, ça a été un petit peu contourné pendant une période parce que ça a été la mode des filles de Pinterest, super sexy. Ça a été un petit peu la mode des mecs qui montraient leurs montres, des fit girls qui montraient leurs squats. Et puis machin, en fait, on montrait la meilleure version de soi-même. Finalement, c'était la version qu'on aurait aimé vouloir montrer aux autres. Et bien, il y a eu un retournement de situation un tout petit peu après la pandémie et le Covid, qui a été un petit peu bousculé d'ailleurs à cause ou grâce à TikTok, c'est le retour à l'authenticité. Et je crois que pour être visible sur les réseaux, il faut accepter de se voir soi-même dans le miroir.
C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on représente aujourd'hui pour soi? En fait, l'authenticité, le fait d'être naturel ou superficiel n'a rien à voir avec l'apparence. C'est comment vous décidez de vous incarner dans le personnage qui vous correspond vraiment, ce que vous êtes vraiment. Et moi, je suis comme ça, en fait. C'est moi, je me sens bien comme ça. C'est ma manière à moi de m'émanciper, par exemple, d'avoir mes prothèses mammaires. Parce qu'à l'époque, il fallait que je me cache, en fait. Et quand j'ai retrouvé mon corps, une alimentation normale, et que je n'étais plus anorexique et que je n'étais plus séquestrée avec un psychopathe et que j'avais envie d'être pulpeuse pour m'aimer en fait moi-même, c'était ma forme d'émancipation. Et vous devez trouver ça chez vous en fait. Qu'est-ce qui vous caractérise dans vos grandes valeurs, dans vos grandes qualités, dans vos grands défauts? Moi, je parle tout le temps avec les mains depuis tout à l'heure, ça doit être insupportable pour les personnes qui nous regardent. Je vais pas cacher ce trait de caractère, je suis comme ça. Donc, je vais plutôt l'exacerber. Je vais exacerber mon côté rigolo parce que ça fait partie de moi, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je vais exacerber mon côté coquet parce que depuis que j'ai 12 ans, j'aime me maquiller. Je vais exacerber le fait que j'emmène mon chien partout parce que ça fait partie de moi. Mon chien, il dort dans mon lit sur mon oreiller, en fait. Donc, je vais pas cacher aux gens. Je vais pas commencer à dire c'est interdit les chiens. Non, alors je l'emmène pas. Non, en fait, ça me dérange. Moi, mon chien, il est tout le temps avec moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut trouver un compromis. Est-ce qu'il faut que je la mette dans une boîte, une caisse, un truc? On va trouver des solutions. Sur les réseaux, c'est ça qu'on doit avoir de vous. On doit ressentir, en fait, que c'est réellement vous, dans vos peurs, dans vos rêves d'enfant. Si vous êtes multipotentiel, il faut que ça se ressente. Souvent, vous êtes en train de vous excuser. Oui, mais je pars dans tous les sens. Les gens, ils disent que j'ai pas de niche. Mais c'est qui les gens, en fait? Qui sont ces gens qui disent que vous n'avez pas de niche et que vous n'êtes pas spécifique? Il y a plein de gens en ce moment multipotentiels qui se cherchent. J'ai ma copine Solène Feg qui a lancé l'Académie des multipotentiels. Elle se gave parce qu'en fait, tous les multipotentiels incompris, ils vont là-bas. Et on est plus nombreux que les gens qui ont une mono-cible. Donc finalement, qui a décidé qu'il fallait être mono-cible? Donc une fois que vous avez compris à quel point c'est important de vous incarner, que ça se ressente, alors là, ça va faire un petit peu yoga, tambour chamanique, ce que je suis en train de vous dire. Mais tout roule en fait, tout c'est une évidence. Et donc, je reviens à l'anecdote de Partouche. C'est quand j'ai été moi-même en train de faire mes stories débiles chez son concurrent direct, le Casino Tranchant, en disant « Ah, c'est trop bien le casino, etc. » Parce que moi, je suis comme ça. Que ce monsieur, le grand patron du Casino de la Grande Motte, m'avait vu dans la story et m'a dit « Vous, là, vous faites quoi là chez mon concurrent? Vous venez dans mon bureau tout de suite. » Il a aimé mon personnage, machin, ça a commencé comme ça, en fait. Et je lui ai pas dit « Bon, voilà, j'ai fait le CV Paris, j'ai tel skill, j'ai telle compétence. Les compétences, c'est hyper important. » Non. Moi, il m'a dit « Je veux vous voir, vous, sur le terrain. » Donc, plus vous serez vous, et plus vous allez attirer ce qui vous va pour vous. C'est juste logique. Voilà, c'est magique. Et sur les réseaux, c'est pareil. Ça nécessite de l'entraînement. Mais on est là pour ça. T'avais une question, donc je te laisse... Non, mais quelle masterclass. Ouais. Désolée. Non, mais c'était... du coup, ça m'intéresse, mais t'as en partie répondu à la question, mais t'as écrit un bouquin qui s'appelle Solide, Ouais. mais en fait, il aurait pu s'appeler Authentique. Oui, aussi. Parce que dedans, tu es hyper transparente, tu racontes vraiment en fait toutes les galères qui te sont arrivées de A à Z, enfin des galères pro, des galères perso, des galères dans ton enfance, des galères dans ton business où tu as fait des travaux et c'était une galère pas possible, etc. Enfin, en fait, c'est une totale transparence, mais pour beaucoup, je pense que cette totale transparence, ça fait vraiment peur. Et tu vois, quand tu dis devenez, et soyez vous-même, en fait, il y en a beaucoup qui ne savent pas, je pense, qui ils sont vraiment, parce que enfermés dans un carcan. Et l'une des choses vraiment compliquées, je trouve, en entrepreneuriat, je ne sais plus qui disait que quand tu montes une boîte, c'est presque une psychothérapie que tu es en train de faire. Mais si tu n'en as pas conscience, en fait, les blocages que tu vas avoir, ils ne sont pas business. Ce n'est pas comment tu vas améliorer ton canal de vente ou quoi que ce soit. C'est en fait le blocage que toi, personnellement, tu as dans ton positionnement, dans le fait d'affirmer qui tu es ou qui tu n'es pas, dans ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, etc. Tu vois, on parlait avec Tony pas plus tard que tout à l'heure, qui nous disait, lui, il a un business lifestyle, quoi. Toi, t'as pas un business lifestyle, tu travailles énormément. Enfin, je veux dire, si tu vas à la piscine, j'imagine que ça doit rentrer dans ton agenda, quoi. Tu peux pas juste dire, tiens, je vais à la piscine maintenant. Donc, tout ça pour dire que devenir soi-même, j'ai l'impression que c'est super compliqué. Ouais. Toi, ça t'a pris une vie, en fait, 33 ans, de devenir toi-même, parce que la preuve, c'est que tu en as fait un bouquin un peu pour l'expliquer. Quand on a 33 ans et qu'on se pose cette question-là, tu conseillerais quoi, toi, pour vraiment reconnecter à soi, au-delà de ce que tu as déjà dit, la thérapie, le théâtre, etc. Ouais. Concrètement, comment on retourne presque à son enfant intérieur? C'est la question que j'avais envie de poser, vas-y. Ah ben voilà, on est trop c'est incroyable. Mais c'est très intéressant, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais écrit ce livre. Alors en fait, pourquoi il s'appelait Solide? C'est pas pour dire juste on est solide. Le solide, c'est ce qui peut se transformer en liquide
ou en vapeur. C'est un matériau qui peut évoluer. Donc, j'adore le solide. Bon, et puis du coup, j'ai fait un clin d'œil au mec de la salle en faisant ça. Et aussi à l'œuvre des féministes où elles sont comme ça sur la petite affiche. Bon, mais j'adore cette question parce que, bon, déjà, on n'est jamais vraiment 100% au clair. Hein. On évolue en permanence. Ça se trouve, je vais changer de métier dans 10 ans. Enfin, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai aussi parlé de la psychothérapie parce que, en effet, tu as touché du doigt quelque chose de très intéressant avec cette question. On passe notre vie à essayer d'emmagasiner des ressources, à apprendre pour développer les hard skills. Mais ce qui fait tenir un business, c'est les soft skills. Et pour que les soft skills, elles fonctionnent, il faut un socle. Il faut ce que j'appelle un baudrier d'amour dans mon livre. Et le baudrier d'amour envers soi-même, c'est ce qu'il y a de plus dur, je crois, dans toute une vie à créer. Donc oui, j'ai parlé de la thérapie. Alors l'idée, c'est pas que vous rentriez dans une thérapie de 30 ans. C'est de commencer juste à avoir conscience de ça. C'est-à-dire que tout ce qui va driver vos choix sur dans l'infopreneuriat ou l'entrepreneuriat, tout ce qui va driver vos changements de trajectoire, etc., c'est juste trouver du sens dans ce qu'on fait. À savoir que moi, en effet, j'ai choisi dans ma trajectoire la transparence parce que j'en avais besoin. Mais c'est mon histoire. Ouais. C'est propre à moi. C'est pas propre à d'autres gens. Je pense que y a des degrés où on décide ou non de se livrer. Pour moi, c'était ma manière de me libérer. J'avais des choses qui étaient beaucoup plus douloureuses à subir, comme par exemple ma maladie, mon addiction. Donc l'anorexie-boulimie, c'est quand même des crises de boulimie qui me coûtaient parfois 3 000 € la semaine. Hein. Donc voilà, c'était pour moi, j'étais plus en danger de mort par ma maladie que de me montrer devant les autres. Donc il y avait un moment donné, j'ai fait le choix en fait de prendre mon courage à deux mains et de tellement assumer ce problème-là qui était en fait une conséquence de ma relation, qu'il fallait de toute façon que j'arrête de me mentir à moi-même. Et finalement, en parlant, ça a fait un reboot de mon cerveau parce d'un coup, il était plus caché, quoi. Donc, voilà. Mais ça, c'est mon histoire. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de raconter, qui sont addicts à la cigarette ou qui aiment bien boire des verres de vin tous les soirs pour être authentiques. C'est pas leur niche, c'est pas leur histoire. Moi, c'était mon histoire. J'avais l'impression d'être une locomotive. Une fois que je me sentais assez forte, je me suis dit, en fait, je vais aider des gens derrière. Il y a des gens qui veulent pas se positionner en sauveur, hein. C'est OK. Hein. D'ailleurs, c'est pas OK de se positionner trop en sauveur parce qu'après, on rentre dans le triangle de Karpman et bourreau, victime, sauveur, bourreau, victime, sauveur. On s'enferme là-dedans. Voilà. Bon, fin de la parenthèse. Ce qu'il faut, parfois, c'est tout bête. Moi, c'est un coach qui m'avait fait réaliser ça une semaine où je m'étais fait larguer par mon ex parce que je travaillais trop. Il m'a dit, Alice, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser la question suivante ? Je dis oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est la question ? Il m'a dit, c'est quoi tes 5 grandes valeurs ? Et moi, j'étais là, je sais pas, moi, j'aime bien la famille. Je savais pas, en fait, quelles étaient mes valeurs. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a demandé presque 3 semaines à savoir réellement trier sur quelles étaient fondamentalement mes 5 grandes valeurs. Et dans ces valeurs, bon, imaginons que ce soit justement authenticité, éthique, famille. Les valeurs, ça peut être aussi celle d'avoir l'envie d'avoir des moments à soi ou la liberté. Il faut bien réfléchir à ces 5 valeurs et vont découler après 30 qualités. Et souvent, quand on demande à quelqu'un ces 30 qualités, une fois qu'on a su définir ces 5 grandes valeurs, on va dire non, mais moi, j'ai pas 30 qualités. Ça, mais le propre des humains. Ils vont dire, je sais pas, je suis patiente, amicale. Voilà. En fait, on a tous plus de 300 qualités, mais bon. 30 qualités, c'est super parce que, en premier lieu, les femmes, souvent, elles vont penser à des qualités sociales et physiques. Et les garçons, ils vont penser à des qualités de performance et peut-être de lien, d'attachement avec des confrères. Alors qu'on a des qualités vachement plus complexes, parfois, qui sont la sensibilité aux émotions des autres. Voilà. Et en fait, souvent, quand on découpe donc, ces 5 grandes valeurs et ces 30 qualités, on a déjà les prémices de notre positionnement. Je pense que c'est quelque chose que tu connais très bien. Et pour ma part, typiquement, j'en reviens à cette introduction de podcast où je disais que moi, j'étais une petite fille qui voulait pas accepter, en fait, ce monde des adultes où il fallait choisir une direction, une trajectoire. J'en voulais plusieurs. Et je me suis dit, mais quelle vie je peux me créer pour être cette petite fille qui veut jouer à tout. Moi, quand j'étais petite, j'ouvrais tous les cartons, toutes les valises, toutes les armoires. Ma mère, elle n'en pouvait plus. C'était un syndrome de Diogène dans ma chambre. Moi, je voulais cette vie-là. Moi. Je voulais avoir plein de tiroirs ouverts. C'est ma vie, c'est mon histoire. Donc, il a fallu que je me crée ma vie. Et pour la créer, j'ai commencé d'abord par une première étape, community manager. Puis en fait, de là, créatrice de contenu, de là, chroniqueuse radio, puis chroniqueuse télé, puis formatrice, puis. Mais c'est pas du tout le chemin de quelqu'un d'autre, c'est le mien.
pour trouver le vôtre, il faut repartir aussi dans votre histoire. Est-ce que vous portez des choses transgénérationnelles ou éducationnelles? Est-ce que vous portez l'histoire de vos parents, les rêves qu'ils n'ont pas terminés? Moi, c'est mon cas, par exemple. Moi, mon père, il aurait rêvé d'être entrepreneur, mais il ne pouvait pas, malheureusement, noyé par sa peur du manque, parce qu'il avait grandi dans un milieu extrêmement modeste. Donc, il a fait un grand parcours. Il a été vice-président de Thales. Voilà, imaginez le parcours, hein, quand on part de là pour être là-haut. Mais du coup, j'ai souffert pour lui Lui, il voulait être architecte. Il voulait faire un métier artistique. Et je me rends bien compte que je porte un peu le rêve de mon père, sauf que je l'ai manié à ma sauce pour pas non plus que je sois dans la réparation de mon père et que ça puisse être ma vie aussi. Et donc, demandez-vous dans vos grandes valeurs et vos grandes qualités, qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui vous appartient pas. Et savoir pourquoi vous acceptez que ce qui vous appartient pas reste et pourquoi vous devez enlever les choses qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas votre histoire. Voilà, en troisième. Et puis, enfin, est-ce que ça vous procure de la joie? Moi, c'est toujours la question que je me pose. On a une vie qui, approximativement, va durer 80 ans, 100 ans si on a de la chance. Bon, on va dire 80 ans en bonne forme. Dans ces 80 ans, il y a les 20 dernières années où vraiment on va avoir besoin de souffler. C'est 60 à 80 ans. Donc, on va dire que là, j'ai 30 ans, il me reste encore 30 ans. Je veux faire quoi de ma vie? Qu'est-ce qui me drive? Et c'est mon rêve. Personnellement, moi, mon rêve. Et mon rêve, c'est quoi? C'est d'être cette petite fille polyvalente. J'en ai pas plus que d'autres. J'ai déjà fait de la musique, j'ai déjà fait des rencontres de fous, j'ai travaillé pour BFM, j'ai fait vraiment des trucs de ouf. Mais je me rends compte que moi, ce qui me plaît, c'est pas l'arrivée où j'ai telle autorité, tiens, j'ai accompagné telle célébrité, tiens, j'ai été sur cette scène. Moi, c'est à chaque fois dans le processus de création que je kiffe. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans les podcasts, que ce soit dans l'événementiel. Moi, c'est cette euphorie, cette espèce d'adrénaline que je ressens comme quelqu'un qui pourrait jouer à une machine à sous. C'est comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. C'est ça, moi, qui me drive. C'est cette adrénaline-là. Trouvez la vôtre. Trouvez votre adrénaline. Qu'est-ce qui vous drive? Il y a des soignants, ça va être, tiens, j'ai une grosse opération du cœur. J'ai mon adrénaline dans ce maintien de cette vie-là. Il y a des gens, ça va être... je parlais à des profs des écoles, professeurs des écoles. C'est un métier qui demande énormément d'adrénaline parce qu'il y a un énorme enjeu avec beaucoup de charges mentales sur les épaules, mais en même temps, quelle belle profession. Enfin, je veux dire, on crée des petits adultes. C'est nécessaire. Donc, c'est quoi votre why, le pourquoi? Et je ne veux pas faire comme les coachs de dev perso, votre why, montagne, machin. Je veux vraiment faire ce pourquoi vous êtes fait dans vos tripes, qui vous fait vivre. Enfin, moi, j'ai des papillons tous les jours, quoi. D'ailleurs, je vis sous stress, hein, mais c'est un bon stress. J'adore ça. Je dois être complètement addict à ça, je pense. Et c'est quoi ce truc qui vous fait des guilis dans le ventre à tel point que vous avez l'impression que vous êtes amoureux de votre vie, en fait. Moi, je suis en amour de ma vie. Souvent, c'est pour ça que je dis, il y a le business, ça passe avant les mecs. Bon. Parce que moi, je suis en relation amoureuse avec mon taf, quoi. Vraiment. Est-ce que tu sais, toi, ce qui te fait vibrer? J'arriverai pas à mettre des mots dessus, mais je crois que je suis en chemin, tu vois. C'est les petits glis, là. Ouais, mais c'est tu vois, dans les valeurs, moi, je sais que j'ai la valeur liberté. Ouais, c'est clair. J'ai pas encore les 5, mais je sais que celle-là, elle a un drive très fort. Et donc, mais quant à ça, comme logique, il y a plein de choses qui se mettent en place, tu vois. Là, je suis retournée dans ma vie d'avant pendant une semaine et j'ai détesté. Et je me suis dit, ok, ça c'est bon, celle-ci elle est validée. Donc, je crois assez que je suis complètement alignée avec ce que tu racontes, mais qu'il faut pas se mettre devant un papier en disant, bon, allez, c'est quoi mes 5, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est un processus aussi d'émergence qui se fait sur un temps long. Mais par contre, à partir du moment où tu as conscience que tu as lancé ce processus-là, alors dès que tu sens qu'il y en a une, tu la prends, tu la captes et tu dis ok, ça fait partie de mon écosystème. Et ensuite, ça va venir. Mais c'est long. Enfin, c'est pas un exercice scolaire. Et en fait, si tu fais un exercice scolaire, je pense que tu rates l'exercice. Ou tu vas mettre les mots qui te viennent à l'esprit assez spontanément. Et ben peut-être que tu vas juste en fait réappliquer ce que l'école t'a appris, ce que tes parents voulaient de toi, ce que la société attend de toi. Et c'est très dur d'être dans ce processus où en fait tu vas aller contre tout ce qu'on t'a appris, tout ce pourquoi t'as été conditionné. Et ça c'est l'exercice, en vrai, le vrai sujet. Clair. C'est pas découvrir, c'est désapprendre. Et une fois que tu as fait ce processus de désapprentissage, je trouve que la voie se libère et des trucs naturels qui arrivent. Et moi, je sais que je suis exactement là-dedans, et c'est dur, hein, c'est super dur. Mais en fait, quel bonheur après de découvrir que tu as un chemin
et que c'était ton chemin, quoi. Mm. Je sais pas si Trop- toi, t'es en train de faire ça aussi. Ouais, ça prend du temps. Je trouve ça vraiment une galère de fou comme exo, enfin comme démarche en fait. Moi, je pense qu'il y a des trucs sur lesquels il faut que je travaille profondément avant de vraiment pouvoir voir émerger qui je suis très concrètement. Ok, mais du coup, on fait cette introspection pour comprendre qui on est et du coup faire émerger son authenticité et trouver son positionnement. Je vais revenir au business, hein, je suis désolée. T'inquiète, t'inquiète. Je comprends. C'est pas agréable d'ailleurs, ce sujet pour souvent. Mais donc oui, on revient au business et du coup, je prends l'outil avec. Ok, mais du coup, ma question qui venait, en fait, c'est une fois qu'on a fait ça, tu vois, Ouais. qu'on sait quel est notre positionnement. Il y a quand même des sortes de codes à appliquer Ah oui. pour que ça marche sur les réseaux, par exemple. Ah oui, sur les réseaux, les réseaux, il y a des tas de codes. Je pourrais te faire toutes les méthodes. Moi, il y en a une que j'aime bien, que j'adore lister, c'est la méthode SCD-SOR. Donc SCDSOR. C'est le B à bas, en fait, des réseaux, mais qui est scolaire. Enfin, c'est pas vraiment ce qui va te faire émerger le plus possible. Mais en gros, que dit cette méthode que j'ai créée? C'est que tu as une stratégie de base. Je détaille après. Hein. Tu as du copywriting, tu as de la dynamique, tu as un script, tu as des outils et tu as du référencement. Grosso modo, tu dois toujours penser au minimum à ces 6 choses. Parce que si tu te dis, OK, j'ai mon positionnement, je vais me lancer, je teste un truc sur les réseaux, mais que tu oublies quand même ces 6 paramètres, il se peut, alors que tu aies de la chance, que ta vidéo, elle perce comme ça et tu sais pas pourquoi. C'est dommage parce que tu vas pas pouvoir l'analyser. Donc, que dit la stratégie? Par exemple, dans la stratégie, alors je vais pas faire tout un cours sur les réseaux, mais en gros, c'est tu veux parler à qui à la fin? Est-ce que tu cherches un client ou est-ce que tu cherches à gonfler ton compte, faire de la visibilité parce que plus tard tu vendras ton audience, qui c'est pas la même chose? Est-ce que tu parles à des CSP+, est-ce que tu parles à des ados? Est-ce que tu... Voilà, déjà il faut savoir où vas-tu? Est-ce que tu sais pas où tu vas et que tu es là justement comme à la recherche de ton positionnement pour tout simplement être à la recherche de tiens, ta chose à toi sur les réseaux. Et c'est OK aussi. Hein. Moi, j'ai commencé sur les réseaux, j'ai fait plein de choses. Hein. J'ai fait du lifestyle, j'ai fait de la musique, je fais des sketchs de Chihuahua. Enfin, je veux dire, c'est l'un ne va pas avec l'autre. Tu vas peut-être perdre plus ton temps si tu fais dans l'autre sens, mais si tu as envie de tester comme ça, mais c'est OK. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut plein de fois se réinventer sur les réseaux. Ça peut abîmer ton algorithme, mais en réalité, le nerf de la guerre, c'est l'authenticité. Donc, si on se rappelle de ça, ben, le jour où tu auras vraiment trouvé ton authenticité, ça rentrera dans l'ordre et ça marchera. Donc, stratégie. Dans cette stratégie, on n'oublie pas, parce que souvent sur les réseaux, on met en ligne de mire, et même en priorité d'ailleurs, le visuel, sauf on oublie l'importance des mots. On oublie que le copywriting, donc l'art de manier l'écriture persuasive, que ce soit dans les mots de la voix off, que ce soit dans le titre de la vidéo, que ce soit dans la manière de le faire un peu en mode fait mais pas fait. Moi, je fais souvent ça. Je suis très très loin d'être perfectionniste et je vois bien que chez moi, c'est pas ça qu'ils attendent, mon public. De temps en temps, je fais des belles vidéos en 4K et tout. En fait, ça me convertit beaucoup moins chez moi parce que moi, les gens, ils veulent de l'authenticité. Donc, je le fais de temps en temps pour dire, t'as vu, je sais le faire. Mais en vrai, c'est pas ça qu'ils cherchent. Donc, peu importe. Mais il faut savoir ce que tu vas dire à quel moment. Et souvent, sous un contenu, à la manière de LinkedIn ou d'Instagram ou peu importe, ce qu'on recherche, c'est ce fameux hook qui va te capter l'attention. Et ce hook, c'est aussi facile que compliqué à mettre en place parce que quand tu sais pas encore qui tu es, le positionnement, ce que tu veux dire dans ta stratégie, tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu vas ramener comme hook dans ton contenu. Par exemple, moi, quand je suis arrivée sur LinkedIn, c'est très récent, parce que vraiment, je me faisais chier sur ce réseau social. Puis un jour, je me suis fait frapper les doigts par Laurine, qui m'a dit, maintenant, tu vas t'y mettre et tu arrêtes de râler. Donc, je me suis mis, et quand je m'y suis mis, ça a bien marché. Là, je vais bientôt atteindre les 10K, donc je suis contente. Mais je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que c'est plan-plan, c'est pro, tout le monde se fait la bise, mais personne ne s'aime. Enfin, c'est vraiment le réseau social hypocrite au possible, quoi. Et moi, je déteste l'hypocrisie puisque je suis authentique. Et donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Soit j'arrive en mode, ouais, je vais partager mon autorité sur LinkedIn, comme tout le monde. Soit je vais je vais arriver à Lise, blonde, chihuahua, quoi, tu vois. C'est comme ça que je suis. Et donc, j'ai fait des hold-up sur LinkedIn en faisant des hooks super puissants. Par exemple, le dernier post en date là, qui a explosé, c'était... Sur le football? Sur le football. Ouais. Sur une nana que je rencontre il y a quelques années. Puis là, je la revois à une soirée chez Mercedes. Et elle me dit, Alice, je suis vraiment en galère. T'imagines, ça fait 6 mois que je suis nuit et jour, je prospecte pour trouver des sponsors. Machin. Elle me raconte toute son histoire.
Et je lui dis, OK, allez, on va aller titiller LinkedIn, je suis sûre que ça va marcher. Elle me dit, oh, LinkedIn, ça marchera jamais. Je dis, tu vas voir. Et je commence mon post en écrivant, les sportives sont les raclures de la France. Bam! Sportive féminine. Ah, il y avait de tout, là. Il y avait du féminisme, du clivage, du machin. Laisse tomber! Elle a trouvé ses sponsors. Voilà. Non, mais enfin, d'ailleurs, je sais pas si vous êtes un sponsor, n'hésitez pas à contacter l'équipe féminine de Nîmes, ils ont besoin de vous et c'est important de porter aussi les sports féminins. Voilà. Donc, le hook, c'est là où on voit, c'est toute l'importance. En fait, vous allez passer votre personnalité dans ce hook. Et c'est pour ça qu'il faut l'écrire, il faut le voir, en fait. Après, vous n'êtes pas obligé de le passer en texte, hein. Ça peut être dans la manière de le parler, dans la voix off, mais ce hook, ce petit crochet, en fait, il va définir toute la tendance qu'il va y avoir par la suite dans la vidéo, dans votre compte, dans votre business. Votre business aussi nécessite un hook. Et puis après, vous avez ce que j'appelle le dynamisme. Donc le dynamisme, il peut se ressentir dans le montage, dans la manière de parler, dans la manière de bouger, dans la manière de faire ses transitions. Mais ça aussi, ça peut être aussi dans la manière d'amener le sujet. Par exemple, là, on est sur un podcast, vous n'allez peut-être pas isoler, par exemple, un moment très fort d'un truc qu'on aurait pu dire toutes les trois en premier, et seulement après, on va mettre le teaser. Parce que les gens mangent 90 mètres de contenu par jour. Comment on capte leur attention ? On est dans la guerre de l'attention, notre période. Après ce dynamisme, on a le script, parce que c'est bien beau d'avoir donc le dynamisme et la stratégie et le copywriting, mais tout ça doit s'articuler. Un peu à la manière d'un réalisateur. On doit penser un petit peu comme un storyboard dans sa tête quand on amène les contenus. Et ça peut être un storyboard, encore une fois, tout simple. Je pense à un contenu qui cartonne chez mes élèves, qui sont plutôt des élèves qui font tous les métiers de l'énergétique. J'ai beaucoup de coachs, de médiums aussi dans mes élèves. Et eux, souvent, ils ont du mal avec la notion de stratégie de business. C'est pas leur cam. Je leur dis, OK, mais toi, tu fais quoi d'habitude, par exemple, quand tu mets de la sauge chez toi ? Eh ben, tu es en action, en fait. Bah, commence ton contenu, tu es en train de mettre de la sauge, et prends ton téléphone et commence ton contenu. Et pas l'inverse, genre, comment gna de la sauge, et après tu montes de la sauge. Il faut juste recréer le réel dans le virtuel. Et c'est ça qui est important dans le script, en fait. Essayez de redonner du sens dans les actions, alors qu'elles soient visuelles, qu'elles soient auditives. Il y a beaucoup de sound design qui peut marcher dans votre script, parce qu'à un moment, on voit tac, et on l'entend le tac. Ou truc rigolo que j'aime faire, moi je mets des petits ouin quand je dis une connerie, alors que je suis en train de faire un contenu business. Mais c'est con, mais ces petits happenings-là, ils viennent stimuler en fait la curiosité et le cerveau humain. Et puis après, va y avoir tout ce qui va être les outils et le référencement. Quels outils vous voulez utiliser ? L'idée, c'est qu'il faut être pérenne le plus longtemps possible sur les réseaux. Et si vous partez du principe que vous allez être dans de la perfection, il va falloir tenir sur la durée. Si vous voulez que des vidéos 4K, bah ok, ça vous coûte combien à l'année d'être régulier ? Si vous sentez que c'est pas possible, c'est pas grave, c'est pas la 4K qui va vous faire tenir votre business. Vraiment, c'est votre régularité et l'authenticité, la réalité entre le vous virtuel et vous réel. Donc, qu'est-ce qu'on met en place ? Est-ce que vous achetez une DJI Osmo Pocket 3, qui est une petite caméra portative qui, à moindre coût, qui vous aide ? Est-ce que vous êtes sur un iPhone 15-16, bonne qualité, déjà avec ça et un peu de lumière, ça fait déjà amplement le taf. Est-ce que vous avez un petit setup pour qu'on vous reconnaisse dans vos vidéos pédagogiques, ou alors, au contraire, pas du tout ? Enfin, c'est un choix. Mais essayez un petit peu vous mettre les mains dans le cambouis, savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Ça sert à rien d'essayer de faire ces montages sur Final Cut si ça nous fait chier, qu'on n'a pas le PC qui convient. Faites vos montages sur CapCut, ça fera déjà l'affaire, hein. Moi, j'ai des potes qui gagnent 100 000 € par mois avec CapCut. Donc, il y a vraiment, deux poids, deux mesures. Je comprends le perfectionnisme. Je comprends que ce soit vraiment rassurant pour certains. Mais croyez-moi, c'est plutôt le fait que ça puisse progresser de manière exponentielle et que ça puisse évoluer qui va faire que... Regardez Squeezie, ses premières vidéos, il avait du vieux gel. D'ailleurs, on se demande si c'était du gel ou du lubrifiant qu'il avait dans les cheveux. Et pourtant, regardez-vous, aujourd'hui, on l'a vu évoluer, on s'est attaché à son personnage. Léna Situation, c'est pareil. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel, des Caroline Receveur, Nabila et compagnie. Voilà, ils sont devenus des très grands hommes et femmes d'affaires. Et enfin, le référencement, alors ça peut être tout bête. Souvent, vous allez vous dire, OK, c'est les hashtags les plus importants. Alors bon, les hashtags, Adam Mosseri, le PDG d'Instagram, il a dit que OK, c'était pas totalement inutile d'en mettre, mais bon, ça va jouer sur 2, 4, 5% peut-être de visibilité en plus. Ça n'a aucun impact réellement sur votre contenu, mais qu'est-ce que vous donnez à boire, à manger à Instagram, à Facebook, à LinkedIn, pour qu'ils comprennent ce qu'il y a sur votre contenu, pour qu'ils comprennent que ce contenu, il lui permet de gagner la guerre du temps, donc typiquement le taux de complétion. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est combien de temps les gens vont rester du début jusqu'à la fin de votre Reels ou de votre Shorts ou de votre TikTok,
Et la plateforme en question, imaginons Instagram, va dire oh, ce créateur, je l'adore parce que quand il crée des contenus, les gens y restent jusqu'à la fin. Donc en fait, grâce à lui, moi j'ai plus d'utilisateurs. Voilà ce qu'il dit. Donc c'est ça que vous cherchez en fait. Donc ce taux de complétion, est-ce que il va pas y avoir un moment où il va falloir peut-être écourter parce que là ça se répète, il y a des longueurs, ou est-ce que va pas falloir justement rajouter coin justement pour ajouter 2% de personnes en plus, etc. Et pareil sur votre texte, est-ce que vous allez donner des indices et à l'IA d'Instagram qui réfléchit en fait un peu comme du SEO, c'est-à-dire que lui, il veut comprendre où est-ce qu'il doit trier votre contenu, où il doit le mettre, à qui il doit le montrer, pour que justement le taux de complétion soit le plus haut possible. Donc, il faut vraiment que vous travailliez en bonne intelligence. Puis après, il y a tous les tips alternatifs, comme les textes alternatifs sur les photos qui aident, notamment pour les personnes qui ont des difficultés, des problèmes de vue, etc., mais qui donnent aussi des infos et des indications à l'algorithme. Est-ce que vous mettez des textes alternatifs cachés? Ça, c'est des petits hacks Instagram. Vous allez écrire en fait comme un texte alternatif sur votre Reels. Vous allez le cacher, mais il est quand même pris en compte comme un texte dans Instagram qui sait le lire, etc. Tous ces petits outils qui sont des choses bêtes, mais tout ça imbriqué avec l'authenticité, votre positionnement, la logique, la personne que vous cherchez à viser, où est-ce que vous voulez emmener les gens, quel degré d'humanité vous transmettez, etc. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. En tout cas, je faisais un calcul ce matin dans ma story, mais imaginons que vous fassiez même pas des vidéos virales à 200 000 vues, on s'en fout. Que vous partiez sur du 5 000 vues par jour par réseau, que vous ayez 4 réseaux, vous faites potentiellement 20 000 vues. Que ces 20 000 vues, dans ces 20 000 vues, vous partez du principe qu'il y a 98% des gens qui s'en contrefichent de vos produits. Vous gardez les 2%. Ok, on va dire que, allez, en tout et pour tout, on touche 400 personnes. Sur ces 400 personnes, il y en a vraiment que 8 qui seraient potentiellement capables de passer à l'action. Et dans ces 8, il y en a 2 vraiment qui peuvent acheter 2 produits à vous. Cette journée-là, à 250 €. À la fin de l'année, vous faites 132 000 €. Donc, franchement, bref. Postez sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est de la publicité gratuite. Avant, quand il fallait acheter une campagne Lagardère, Abribus, c'était 177 000 € pour Nike, 130 000 € pour Nespresso, et on savait même pas réellement combien de personnes passaient devant l'affiche. Là, vous avez les statistiques en réel. C'est gratuit, vous pouvez vous régaler, vous faites des super connexions. Moi, ça a changé ma vie. J'ai rencontré mes meilleurs potes, j'ai rencontré mon mec, j'ai même fait un compte TikTok à mon chien. Les réseaux sociaux, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif si vous savez le maîtriser et mettre votre limite là où vous voulez la mettre. Franchement, c'est... Ouais. Du coup, tu t'as parlé un petit peu de la partie formation Ouais. de ton business, qui est, tu disais, la plus scalable, potentiellement. Ouais. C'est quoi ton plan pour la scaler? Alors justement, là, je suis en plein dedans. Donc en fait, jusqu'à présent, moi, je faisais des formations plutôt axées réseaux sociaux, stratégie, marketing digital, influence. D'ailleurs, ma toute première formation, elle s'appelait Instafluence. J'avais formé beaucoup d'influenceurs de Montpellier, maintenant, qui sont en place sur Montpellier. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. J'en ai une, maintenant, elle est devenue DJ au JO de Paris. L'autre, elle est devenue chroniqueuse à la télé. Oui, parce que je ne les forme pas que à devenir influenceur, je les forme aussi à devenir influents dans le monde réel. En fait... je me suis rendu compte que moi, ma plus-value, c'est pas juste les réseaux. Les réseaux, c'est une branche, en fait, de ce que je sais faire. C'est-à-dire que moi, j'aide les gens à s'émanciper. Donc, je suis en train de créer une université qui s'appelle l'Université Émancipation, dans laquelle, bien sûr, on retrouve les fameux Instagram, TikTok, intelligence relationnelle, etc. Créer son produit en ligne, sa formation en ligne, structurer son entreprise, pérenniser, pourquoi pas même ubériser. Enfin, voilà, il y a plein de choses, plein de sujets, dans lesquels aussi j'invite des gens qui font des masterclass dedans. Tu es dedans d'ailleurs, Adri, qui tu nous apprends les bases du tunnel de vente. Et toi aussi, Pauline, tu es dedans et tu nous apprends le positionnement. Moi, en fait, mon point fort, je me suis rendu compte, c'était vraiment d'être cette girouette, ce carrefour, en fait, entre les gens. C'est ça, en fait, ma zone de génie. Bien plus que Instagram, même si j'adore Instagram, ou LinkedIn, même si j'adore LinkedIn. J'adore mettre les gens entre eux quand je vois que, OK, toi, je te mets avec toi, vous créez un empire. OK, toi, là, tu as une problématique. Si je te présente lui, ton truc, il va exploser. C'est ça, moi. Et en fait, ça remonte à très loin, parce qu'en maternelle... Ah oui, c'est vraiment loin. J'ai des anecdotes. Ma mère, un jour, se fait convoquer par Madame Dacosta, la directrice de l'école Charles d'Everne, à Meudon, là où j'étais en maternelle. Et elle dit à ma mère, il va falloir que vous disiez à votre fille que c'est pas elle la maîtresse. C'est-à-dire que, là, en fait, c'est elle qui dit que lui, il doit faire cette activité, lui, il doit faire cette activité. Et en fait, j'avais compris que moi, mon truc, c'est de voir la zone de génie des gens, voir leur potentiel, et en fait, je vois où est-ce qu'ils perdent leur temps et où ils sont faits pour évoluer, quoi. Où est-ce qu'ils doivent aller. Et c'est ce que je vais faire, en fait, dans Émancipation, même si ça me fait très plaisir de les former au digital. Mais je me suis bien rendu compte que j'ai des élèves, parfois, ils ont fait 3 fois ma formation. Et je voyais que ça prenait pas, quoi. Donc, c'est pas le problème d'avoir les skills ou la théorie. Le problème, comme tu le disais, c'est un travail sur soi. Pauline, tu le disais très bien tout à l'heure.
Et du coup, est-ce que du coup, on est dans la bonne direction pour cette personne? Est-ce que même, en fait, la problématique, c'est les réseaux ou pas? Et c'est pour ça que je veux les inviter à découvrir ces gens que moi, j'ai la chance de voir, de croiser, de côtoyer. Pour moi, c'est ça ma richesse. Moi, je me dis souvent que je suis milliardaire de croiser ces gens parce que ben, j'ai la facilité à aller au contact. Moi, je suis devenue copine comme ça avec Caroline Mignot, je suis devenue copine comme ça avec Laurine. On devient super copine. Puis moi, j'adore rendre des services, j'adore justement trouver des super plans. J'ai mis plein de gens, j'ai fait écrire des livres à des tas de personnes et tout, parce que je dis, tiens, mais j'ai le contact pour toi et tout ça. J'adore faire ça. Mais je me suis dit, mais c'est ça, en fait, qu'il faut que je fasse pour les gens. Parce que souvent, ce qui leur manque, une fois qu'ils savent faire leur tunnel de vente, qu'ils savent monter leur podcast, qu'ils savent, ok, mais on fait quoi maintenant? Comment on fait pour se faire connaître? Enfin, l'algorithme ne suffit pas. Enfin, comment je peux me démarquer? Et c'est là où moi, je vais les aider. Et je pense que ce ne sera pas que du e-learning, là, pour le coup. On va faire, je pense, beaucoup de... Il faut que ce soit du réel, quoi. Soit des classes en présentiel, soit au moins des Zooms régulièrement, parce que c'est presque du cas par cas. C'est unique. Et c'est ça que j'aime, moi. J'adore faire de la pâte à modeler, comme les solides, les transformer en liquide et en vapeur. C'est ça, moi, mon kiff. Donc tu mettras plus d'accompagnement Ouais, dedans? beaucoup plus, ouais. Et même des gens extérieurs qui viendront intervenir. Tu veux tendre vers le fait que ce soit ton produit principal, du coup? Ah oui, j'aimerais bien que ce soit mon université. Mais le problème, c'est que si ça devient mon outil principal, vraiment, alors moi qui voulais un petit peu me reposer plus tard dans ma vie, là, ça serait un petit peu râpé. Mais en même temps, je crois que je déteste les vacances. Je crois que je ne serai jamais à la retraite. J'aime transmettre, quoi. Mais c'est la convergence de tous tes talents, enfin, Ouais, en fait. c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu ton boss final C'est ça. de cette période-là de ta vie, parce que Ouais. je te souhaite encore de longues perspectives entrepreneuriales, mais tu mets à la fois le réseau, le réseau social, Ouais. le réseau humain, Ouais. tout ce que tu appelles l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, toutes ces dimensions qui est très psychologique, qui tu es, qui est tout ton background familial aussi. Tu le mets dans un seul et même produit, et tu réunis un peu tout ça pour essayer de... que les entrepreneurs trouvent à la fois leur bon positionnement, leur niche fertile, leur alignement personnel, émotionnel, quasiment spirituel, tu vois. Ouais, c'est beaucoup spirituel. Et à y faire du cash, quoi. Parce que tu t'es pas ça. non plus dans une logique philanthropique où t'es pas psychothérapeute, quoi. Il y a un moment donné, c'est au service de C'est ça. business. Et le business étant dépendant de l'être humain, évidemment que tu vas travailler sur l'être humain derrière, quoi. Et en plus, je veux renouer, notamment les femmes, avec cette notion d'argent et de business qui est très controversée dans notre société actuelle, en tout cas la francophonie actuelle. Et parce que les gens ils disent oui, mais tu veux accompagner les gens, mais tu veux gagner de l'argent. Mais on n'imagine pas tout ce qu'on peut faire une fois qu'on a de l'argent. C'est-à-dire que l'argent peut permettre de créer des orphelinats, peut permettre de faire des associations engagées, peut permettre d'investir dans des SPA ou que sais-je. Et montrer, enfin pour moi, je trouve que le fait qu'on soit des femmes rôle modèles, qui montrions aux femmes que nous avons le droit aussi d'avoir envie de gagner de l'argent, parce que l'argent est une énergie qui nous permet aussi une forme de liberté et puis une forme d'exemple à d'autres. Enfin, moi, je diabolise pas du tout l'argent, j'en parle beaucoup d'ailleurs aussi de l'argent, de la relation à l'argent là-dedans. C'est presque un devoir qu'on a si on est visible. Moi, je suis une femme entrepreneur, je veux que les femmes voient des femmes décomplexées par l'argent pour qu'on puisse ouvrir la voie à d'autres femmes, parce que souvent, ce qui limite le plus les femmes, et ça, je l'avais analysé lors d'un typeform que j'avais mis sur les réseaux, c'est l'auto-sabotage, parce que les premières à empêcher les femmes à faire de l'argent, c'est elles-mêmes. C'est un truc de fou. Hein. Et oui, je pense que c'est mon boss. Alors, j'irai même plus loin. En fait, ce qui est pas juste dans mon cas, pas juste vis-à-vis des autres, moi, j'ai grandi dans un milieu hyper favorisé. Donc, franchement... en réalité, si j'avais voulu me mettre à la retraite aujourd'hui, je pourrais largement. Il y a plein de gens qui me disent « Mais pourquoi t'en fais autant ? Ta famille, elle t'a mis largement à l'abri. Ton héritage, il est tout fait. » Donc, la plupart, d'ailleurs, des gens qui, comme moi, viennent de milieux très favorisés, claquent des thunes à Cannes, ont des grosses voitures, habitent dans des gros apparts sur Paris, dans le 16e et tout ça. Moi, je n'ai pas du tout choisi cette voie parce que déjà, je pense, le chemin de mon père en moi. Et moi, j'aime gagner mon argent. J'aime gagner mon argent parce que l'émancipation, ça commence par là. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Alors, encore mieux quand on gagne son argent, qu'on le fait en aimant son activité et qu'en plus, son activité permet aux autres d'aimer son activité et faire de l'argent. Alors là, c'est l'apothéose, je pense, pour le kiff ultime. Et c'est pour ça que si j'ai choisi ce volet-là, alors certes, il est lucratif,
certes, il répond à plein de why internes en moi, mais en plus, je trouve qu'il est utile. C'est-à-dire que dans ta pyramide de Maslow, souvent, tu cherches, bon, bien sûr, tes besoins de sécurité, besoins de reconnaissance, mais tu cherches aussi le pourquoi des choses. Et c'est pas que je trouvais pas le pourquoi en faisant agence de pub. Mais par exemple, quand je devais faire les affiches pour vendre des produits d'agroalimentaire qui allaient encore faire plein de plastique dans la nature, bah, je me sentais pas alignée. Quand j'étais dans certaines émissions de radio et qu'il fallait rebondir en taclant un petit peu l'invité, bah, je me sentais pas alignée. Là, c'est moi qui décide les codes, en fait. C'est moi qui décide les lignes. Et OK, les gens diront, bah ouais, mais former les gens à vendre leurs produits, c'est la société de consommation. Mais nous, les produits qu'on vend, souvent, ils sont de l'ordre du mental, du mindset, de l'évolution et de la structuration de sa société. Et tu peux décider de mettre les 2 pieds dans l'entrepreneuriat pour changer la société actuelle. Et j'ai un exemple très, très concret de ce que je vous dis. Pendant 1 an, j'avais travaillé pour McDo et je viens d'une famille hyper écolo. Alors, je m'en suis pris plein la gueule, au repas de Noël et tout. Ça y est, t'es une vendue, machin, etc. Et je leur ai dit, OK, donc vous, là, en fait, dans votre dîner, vous êtes tous là en train de critiquer la fast-food. Et vous faites quoi pour changer les choses pour la fast-food, à part la critiquer? Moi, je suis à l'intérieur. Ben, moi, là, je suis au courant qu'on va changer les jouets en jouets en bois. Et on va faire évoluer cette tendance en créant des campagnes d'influence de com qui poussent les enfants à aimer les jouets en bois. Et ça commence comme ça, en fait. Si tu viens pas rentrer dans la fourmilière, comment tu changes la fourmilière? Tu restes devant, tu fais gna, 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 gna. Tu n'agis en rien sur la société, l'évolution de la société. Donc, voilà. Pour moi, on va commencer à éduquer les femmes, les rendre plus émancipées. Si elles sont plus émancipées, elles seront plus heureuses. Si elles sont plus heureuses, peut-être qu'elles éduqueront différemment encore plus leurs enfants. Leurs enfants, ils vont voir que une femme, c'est émancipée, c'est libre. Donc peut-être les garçons, ils seront plus gentils avec les filles. En fait, tout est un processus, c'est un maillon, en fait. Et il y a un moment donné, qui commence, en fait? Qui dit « OK, on y va tous ensemble ?» Et je crois qu'on est un peu à l'image de cette pensée, consciente ou inconsciente. Voilà. Je propose qu'on... Les 5 questions. Ouais, à la dernière étape. Alors, on a une petite tradition dans le podcast. OK. On termine avec 5 dilemmes. Et ce sont des dilemmes Je sens que ça va être dur. qui sont faits exprès pour toi. Et sur lesquels on a besoin que tu te positionnes. Évidemment, tu peux te justifier et expliquer pourquoi tu fais ce choix. Première question. Est-ce que tu préférerais ne plus jamais poster de story ou être obligé de commencer tous tes posts LinkedIn par « cher réseau » ? Non, je dirais cher réseau. Je trouve un truc derrière. Nickel. Non, story, attends, non. C'est le meilleur média. Non, cher réseau. Cher réseau, c'est parti. Cher réseau de gros bâtards. Je commencerai comme ça. Moi. Ah, ok, ouais. Et derrière, tu as toujours un petit adjectif. Ok, c'est parti pour 1 an de cher réseau. Cher réseau, ouais, j'aime bien en plus, c'est rigolo. En vrai, ça pourrait être super drôle. Bah, grave. Ouais. Je crois que je vais relever le défi, non? Prochain podcast. Prochain post, je pense. Non, mais quand j'aurai la photo de nous 3, je vais dire, j'ai été à un podcast, on m'a obligé de vous écrire ce post. Je vais faire un truc très drôle. Génial. J'ai juste hâte de le lire. Ok, dilemme numéro 2, perdre WhatsApp ou ton application Notes dans laquelle tu mets tout. Ah non, je préfère mes notes. Je préfère perdre mes notes. Tant pis, tout est dans ma tête, dans mon bordel. Ah non, WhatsApp, je perds WhatsApp, les catards. Tout est sur WhatsApp chez moi. Même les gens qui m'envoient des mails, je leur dis envoyez-moi un WhatsApp. Donc, non, WhatsApp forever. Je suis WhatsApp gang. Ouais. Ok, celle-là, elle est dure. Est-ce que tu préfères perdre tous tes clients d'un coup ou pendant 2 heures, tu ne sais pas du tout où est Taya? Oh putain. Ouais, non, je crois que je préfère perdre mes clients. Les clients, ça se refait. Non, mais Taya, la dernière fois, je l'ai perdu juste 1 heure, c'était horrible. Horrible. Non, je l'ai très très mal vécu. J'ai développé de l'eczéma sur tout mon bras. Et après, 2 semaines plus tard, je suis partie à l'hôpital. J'ai fait une épilepsie extraordinaire. Non. Ah ouais. Taya, c'est pour ça que je l'emmène partout aussi, parce que je n'ai même pas confiance en mon mec. Je ne la laisse pas avec mon mec. Donc voilà. Non, je préfère perdre mes clients, c'est pas grave. On en retrouvera d'autres. Les clients, si vous avez des nouveaux clients, venez. Tu sais que je comprends parce que là, c'est tout con, mais ça fait quelques heures que j'ai pas vu mon chat, que je suis pas bien. Voilà. C'est ridicule, mais je suis comme ça. Non, Ouais, c'est voilà. pas ridicule. C'est Alors, pire quand t'as déjà ton chat ou ton chien qui s'est fait écraser et que t'as vu ce que ça faisait de le perdre. Tu l'as passé. Donc, non. Tant pis les clients. Ciao. Bisous. Ok. Ok, la prochaine est dure aussi. Redevenir brune ou redevenir anonyme? Non, brune. Franchement, moi, j'ai eu les cheveux de toutes les couleurs. Après, anonyme, c'est bien aussi. Parce que moi, je suis dans une phase de ma vie où j'aime bien être
connue parce que ça me crée des clients et que je peux entamer les relations que j'aime avec mes clients. Mais en fait, le côté connu de « Ah, c'est toi, je t'ai reconnu et tout ça, j'aime pas. » Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu une période dans ma vie où j'étais dans la croissance de mon compte. Et quand j'ai vu qu'on commençait à me reconnaître à Genève, dans les aires d'autoroute, à Clermont-Ferrand et tout, je dis « Ok, en fait, c'est genre ça quand t'es connu. » Et là, j'ai un peu calmé l'évolution et donc j'ai recentralisé mes contenus pour qu'ils fassent moins de vues, mais qu'ils soient plus qualifiés, pour que je trouve plutôt des élèves, mais que je fasse moins des posts que j'appelle putaclic. Parce qu'en fait, moi, être connue, c'est pas du tout ça mon envie. C'est que je veux être connue au service de mon business et de mes messages. Mais non, quand je vois mes copines qui ont 500, 600 000 abonnés et comment c'est l'enfer, ne peuvent pas faire 2 mètres et acheter. Ouais. Moi, j'aime bien être en pyjama, faire mes courses en mode chou-fleur, quoi. Donc, peut-être un omnime de temps en temps, je kifferais aussi, en fait. Je sais pas. Non, brune, allez, brune. Ok. Ok. Et le dernier, il est plus inspirationnel. En France, on a un super outil marketing qui s'appelle la Tour Eiffel. Parfois, on écrit des trucs dessus. Ouais. Disons qu'on te laisse la Tour Eiffel. Pour 1 an, qu'est-ce que tu as envie d'écrire sur la Tour Eiffel? Bah, moi, je prends le A de la Tour Eiffel et je mets A, Liska Designer. Ah, j'adore. Dans tout Paris, le long de la Tour Eiffel. Non, mais qu'est-ce que je fais? Franchement, je ferais pas un pop-up store, mais ce serait des soirées business networking. Mais dans la Tour Eiffel, on ferait pas le château des entrepreneurs, mais la Tour Eiffel des entrepreneurs avec Laurine. Et on se gaverait. Il y aurait aussi des challenges, team building. Il faudrait monter sur la Tour Eiffel en mode escalade et tout. Celui qui réussit en haut, il a un bundle offert. Non, mais ouais, je ferais un truc comme ça, ouais. Et elle serait évidemment pleine de roses, des roses, les fleurs, hein. Partout, en fait, elle serait recouverte de fleurs comme dans les IA de Tour Eiffel. D'ailleurs, je pense que je vais la créer, je vais vous l'envoyer. Et, Mais trop bien. Ouais, et elle serait vachement plus ouverte. Ce serait pas juste un endroit où on paye pour regarder la vue, ce serait un endroit où on s'élève à l'intérieur. Eh ben, Bah, écoute, ce serait beaucoup mieux. Bah Ouais. voilà. je veux dire, franchement. on va faire passer On le va appeler message. la mairie de Paris. Exactement. Ouais, Parce qu'ils font que des conneries depuis quelques On mois. va faire passer le message pour que les équipes de la Tour Eiffel bossent là-dessus. Trop bien. Si on veut te retrouver quelque part, on te suit où, Alice? Eh ben, sur mon prochain cher lecteur de LinkedIn, Alice Cattelino. Et puis, non, mais Alice Cat Designer partout. Voilà. Trop bien. Prochainement dans un podcast. Et en Ouh. librairie, du coup. Et en librairie, alors partout. Alors, essayez d'aller chez les petits libraires pour les soutenir. Sinon, Amazon, pour ceux qui ont vraiment la flemme. Moi, je fais partie de ces gens-là, j'assume. Et vous le trouvez chez Cultura, à la Fnac et tout ça. Et donc, n'oubliez pas, c'est pas juste un livre qui se lit avec ma biographie. Il y a des petits tests, exercices. Et il y a surtout des défis à faire sur les réseaux. C'est là où je vois que vous avez vraiment grandi. Et il n'y a que les audacieux qui l'ont fait pour l'instant. Vous pouvez faire un travail entre le livre et les réseaux sociaux. Et là, c'est plus dur parce qu'il faut assumer le regard des autres. Le double Voilà. exercice. Le double exercice. Mission accomplie. Merci beaucoup, Alice. Merci. À Merci. vous.